organisé par la gauche républicaine et socialiste sur des thèmes d'actualité, évidemment dans un cadre convivial et qui est ouvert à tous, à toutes les personnes évidemment de préférence de gauche, mais qui sont surtout intéressées par la refondation d'un projet socialiste et républicain et qui permettent aussi de faire vivre en quelque sorte au fil de l'actualité nos éléments fondamentaux du programme. Sachez qu'il s'agit d'un rendez-vous qui est filmé, donc il y a une possibilité de revoir tout ça, je crois, sur le réseau YouTube. Voilà, donc j'espère que tout cela fera avancer le débat et puis les connaissances aussi, parce que c'est un moment de formation. Les connaissances de chacun grâce à nos deux intervenants. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique républicaine de maintien de l'ordre. C'est-à-dire, quelle politique républicaine du maintien de l'ordre. Alors, avec deux éminents spécialistes, à ma droite, Fabien Jobard. Alors, Fabien, je ne vais rien oublier, tu es docteur en sciences politiques, directeur de recherche au CNRS, chercheur au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, le CESDI, et tu travailles sur les questions de police et de justice comparée, surtout entre la France et l'Allemagne, me semble-t-il, et tu as aussi une formation très poussée en matière de sciences politiques, surtout en sciences politiques. Voilà. C'est pas tellement le versant juridique. Non. Voilà. Quelques articles du code de procédure pénale. Voilà. Pas trop mal, mais très bien, donc tu nous parleras de l'évolution de la politique de maintien de l'ordre à travers surtout la science politique. Et peut-être avec une vision politique comparée, notamment entre la France et l'Allemagne. Jean-Baptiste Souffron, hein, qui est alors, au départ, je crois, haut fonctionnaire. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe. Et maintenant, avocat. Maintenant, d'abord avocat. Bon. Et avocat au barreau de Paris. Tu es impliqué dans de nombreuses activités associatives et militantes, me semble-t-il. Tu nous en diras un peu plus si tu souhaites le dire. Tu as été alors, plein de choses. Hein. Donc, tu as été le secrétaire général du Conseil national du numérique entre 2012 et 2015. Et tu es donc aujourd'hui, on l'a dit, avocat au barreau de Paris et actif sur les sujets de manière générale qui nous préoccupent ce soir tout particulièrement, à savoir le sujet des libertés publiques et aussi des libertés numériques, évidemment, ça va avec ton parcours. Et je crois que tu t'intéresses beaucoup à la lutte contre la corruption également. Tu es membre depuis 2017 de l'Association de défense des libertés constitutionnelles, la DELICO. Hein, voilà. Si j'ai oublié des choses, personne ne m'en voudra, je pense, et puis il faudra surtout compléter. Hein. Et tu nous parleras, Jean-Baptiste, si tu veux bien, alors d'abord de la question du maintien de l'ordre sous le prisme de la police administrative, puisque je crois que tu plaides beaucoup, notamment en ce moment, devant les juridictions administratives. Tu pourras peut-être nous faire un point sur les combats qui sont les combats de la DELICO, mais qui sont des combats communs finalement à beaucoup d'associations qui œuvrent dans le domaine de la défense des libertés. Et puis, comme chacun le sait sans doute, enfin, en tout cas beaucoup de gens le savent, j'espère, la Constitution, l'article 66 de la Constitution, indique que l'autorité judiciaire est garante de la liberté individuelle. Donc, comme avocat, tu as aussi sans doute à plaider, parfois,
sur les questions de liberté individuelle devant les juridictions de la justice judiciaire. Voilà. Donc si tu as l'occasion de nous parler de tout ça, nous serons très intéressés. Voilà, je vais laisser la parole à Fabien pour un quart d'heure environ, et puis Jean-Baptiste pourra enchaîner. Fabien, tu as la parole. Merci beaucoup Hélène, merci pour cette invitation à venir échanger avec vous sur les questions de maintien de l'ordre, donc comme tu l'as dit, républicain. Alors le maintien de l'ordre républicain, c'est quelque chose qu'on trouve effectivement dans tout un ensemble de textes qui parlent d'une manière républicaine de maintenir l'ordre, ou en tout cas de gérer les foules. Notamment les foules protestataires, hein, les foules manifestantes. C'est un ensemble de dispositions, de textes qui sont pris durant toute la Troisième République, y compris durant le XIXe siècle, pour tenter de civilianiser ou démilitariser le rapport aux foules. Il y a une date qui est absolument cruciale. C'est une disposition du ministre de l'Intérieur Waldeck-Rousseau qui pose, c'est un texte de Waldeck-Rousseau qui pose la nécessité de, dans le rapport aux foules, ne jamais employer que le gradient minimal de force, afin surtout d'éviter l'effusion de sang. Comment faire? On n'a pas encore la réponse institutionnelle à cette époque-là, mais c'est une préoccupation des pouvoirs publics, donc républicains, à la fin du XIXe siècle. Et vous savez sans doute que Waldeck-Rousseau est aussi le ministre qui a permis qui a défendu le droit des organisations syndicales à défendre les intérêts des travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument fondamental, c'est que, en fait, l'évolution du maintien de l'ordre, elle ne peut pas être conçue, pensée, comme une série de textes législatifs ou réglementaires qu'on va empiler comme ça au fil du temps, une recherche de perfection. Non, le maintien de l'ordre, en fait, c'est toujours pensé avec les manifestants, avec ou contre le contexte politique. Et dans la genèse du maintien de l'ordre tel qu'on la connaît aujourd'hui, il y a, on va dire, les penseurs gouvernementaux, législatifs de l'action de la police. Les préfets, par exemple, le préfet Lépine, ici à Paris, a joué un rôle assez déterminant dans l'évolution du maintien de l'ordre, en tout cas à Paris. Et d'ailleurs, on parle pas loin ici d'une ancienne compagnie de district, les vieilles compagnies de maintien de l'ordre de la préfecture de police. Mais il y a aussi les syndicats. Et il faut vraiment le souligner. Donc, simultanéité de la restauration ou l'accord de la liberté d'organisation syndicale et du souci du management des foules, pour le dire comme on le dit nous aujourd'hui. Il y a de ce point de vue une deuxième date qui est très importante en maintien de l'ordre, c'est la manifestation Ferrer au tout début du 19e siècle. Pardon, au tout début du 20e siècle. Alors Ferrer, c'est un anarchiste pédagogue du pays catalan, en Espagne, qui est condamné à mort par une monarchie espagnole un peu sur les rotules à l'époque, et l'exécution de cette sentence est quasi immédiate. Et ça soulève dans toute l'Europe des protestations, et vous savez à l'époque que, évidemment, les syndicats sont très fortement anarchistes, anarcho-syndicalisme comme on les qualifie à l'époque, et la manifestation Ferrer à Paris se déroule dans un déluge de violence, destruction, dégradation, violence à l'égard de ce qu'on appelle pas alors à l'époque les forces de l'ordre, mais en tout cas à l'égard des policiers parisiens. Le préfet Lépine manque de se prendre lui-même une balle tirée par un manifestant.
Et les organisateurs de cette manifestation, et donc on parle ici évidemment de la CGT, on parle de l'organe de presse L'Humanité, on parle de la SFIO, font le constat, alors qui peut être juste, légitime, pertinent ou non, mais que c'est pas comme ça qu'il faut qu'on proteste. Et que ce type de protestation dessert le mouvement ouvrier. Et donc ils organisent une deuxième manifestation Ferrer quelques jours plus tard. Et à cette deuxième manifestation Ferrer, ils introduisent une nouvelle technique de manifestation qui sont les services d'ordre. Les hommes de confiance, on les appelle à l'époque. Les hommes de confiance, vous pouvez le voir sur des tableaux, notamment du peintre Adler, qui est en quelque sorte un peintre du mouvement ouvrier. Et vous voyez donc une foule manifestante, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants évidemment, puisqu'on mettait les femmes et les enfants à l'avant pour éviter que la troupe charge, pour éviter que la troupe tire. Et cette manifestation est entourée de braves gars costauds, âgés, costauds, solides sur leurs appuis et avec un petit brassard rouge. Ce sont les hommes de confiance. Et vous avez une carte postale de la seconde manifestation Ferrer devant l'ambassade d'Espagne à Paris, où on les voit effectivement avec leur longue barbe protéger l'ambassade. Et c'est la première manifestation, 1909 donc, la première manifestation au cours de laquelle on voit les services d'ordre et une négociation entre les autorités de police et les forces manifestantes pour se mettre d'accord sur l'heure de départ, le point de départ, l'heure d'arrivée, le point d'arrivée. Et ça, c'est fondamental. Il faut absolument garder à l'esprit, quand on analyse ces phénomènes-là, que ça ne se joue pas tout seul contre un mur avec sa balle de tennis, le maintien de l'ordre, mais ça se joue au moins à eux. Ça, c'est fondamental. Et vous savez qu'après la Première Guerre mondiale, survient ce qu'on appelle... ce qu'on a appelé en Angleterre, aux États-Unis, the Red Scare, la peur du rouge, hein, la peur du bolchevisme. Alors, c'est pas injustifié, vous savez qu'il y a plein de révolutions en Bavière, dans le nord de l'Allemagne, en Hongrie, l'agitation ouvrière. Pendant la Première Guerre mondiale, le pouvoir républicain, encore lui, s'est assuré de la fidélité républicaine de l'armée. C'était pas évident, puisque l'armée, tout au long de la Troisième République, est une force essentiellement monarchiste, réactionnaire. Mais là, non seulement l'armée a donné, a versé de son sang, ou en tout cas du sang des appelés, mais il y a une force particulière qui a joué un rôle important pendant la Première Guerre mondiale, c'est la prévôté, la gendarmerie militaire. Qui notamment chopait les déserteurs et les ramenait à leur bataillon d'appartenance. C'est avec cette prévôté qu'on va fonder la gendarmerie mobile. La gendarmerie mobile, c'est le premier corps. Donc là, aucun doute, hein, eux, ils sont loyaux à la République. Hein. Ils sont allés chercher les déserteurs, ils les ont ramenés, pas de problème. Et en 1921, au terme d'un texte un peu compliqué, on crée la gendarmerie mobile. C'est-à-dire, et ça c'est un modèle, c'est le modèle français du maintien de l'ordre si on veut, hein, c'est-à-dire une force professionnelle sous l'autorité évidemment du pouvoir civil, une force professionnelle, disciplinée, équipée, entraînée, qui sera entraînée justement à l'emploi minimal de la force. Et à un maintien de l'ordre, on va dire, civilisé. Donc, c'est ça, en fait, hein, le creuset du maintien de l'ordre. Et alors, je fais un grand saut dans le temps, ouf, et on arrive à mai 68. Entre-temps, les CRS sont créés en 1944-47 sur le modèle des gendarmes mobiles, hein, force militaire, spécialisée, entraînée, etc. Mai 68, ça a été un mouvement... c'est assez intéressant parce que mai 68, on le folklorise volontiers. Mai 68, ça a été youpi, l'amour libre, les étudiants qui font la fête dans la rue, etc. Mais en fait, ça a été très violent, mai 68. Ça a vraiment été très violent. Une violence, je pense que les policiers aujourd'hui, hein, qui ont 25 ans, là, alors 40 ans s'ils sont en CRS, n'ont pas idée. Hein.
ça a été très violent. Les étudiants, enfin les étudiants, pas tous les étudiants évidemment, mais les forces radicales qui menaient le mouvement étaient équipées, pour les uns d'ailleurs entraînés. On a eu des destructions massives de véhicules, on a érigé des barricades, c'était des nuits entières d'affrontements avec les forces de l'ordre. Bon. Et pourtant, il n'y a eu aucun mort. Bon, il faut le dire vite. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas toutes les caméras qu'on peut imaginer. Donc en fait, oui, il y a eu un mort à Paris. Hein. Mort tué par un tir de grenade lacrymogène. On n'a absolument pas entendu parler. La préfecture de police, elle s'est contentée le lendemain de dire qu'un jeune homme avait trouvé en marge des manifestations, entraîné dans une rixe interpersonnelle, avait trouvé la mort. Terminé. Vous savez qu'il y a un commissaire aussi, un commissaire de police qui est mort à Lyon. Faut se souvenir de la violence du truc. Hein. Les manifestants donc avaient piqué un camion, avaient bloqué les gaz, quoi, la pédale d'accélérateur. Le camion avait foncé sur une rangée de policiers et un commissaire a trouvé la mort. Faut placer les choses hein, dans leur contexte. Mais comme il n'y a eu donc aucun mort, ça a été un moment d'auto-célébration dans la police en France, en gendarmerie. On a perfectionné le maintien de l'ordre dans les années 70-80. C'est-à-dire, de cette manière, c'est une sorte d'âge d'or du maintien de l'ordre, surtout quand on voyait ce qui se passait à côté. Alors à côté, aux États-Unis, vous vous souvenez qu'on tirait sur les étudiants. Vous vous souvenez par exemple en 68 justement la convention du Parti démocrate avait été réprimée dans le sang par des forces qui n'étaient absolument pas formées au maintien de l'ordre, qui étaient des forces la garde nationale. La garde nationale avait également réprimé un rassemblement, c'était même pas une manifestation, sur un campus américain. Donc j'oublie le nom là, malheureusement, mais ça avait fait à peu près 10 morts tués par balle. En Allemagne, vous vous souvenez que le 2 juin 1967, un étudiant est mort d'un tir d'un policier en marge de la visite du Shah d'Iran à l'opéra, au Deutsche Oper, donc à Berlin-Ouest. Et en Angleterre, durant les années 70, vous vous souvenez qu'en Angleterre, durant les années 70 jusqu'en 84, hein, c'était une époque de très forte mobilisation syndicale, hein, des syndicats notamment des mines, enfin du charbon, des affrontements très durs et une police complètement sous-équipée en fait. La police anglaise s'est construite un petit peu contre la police française et refusait d'avoir une police militaire. Enfin, militarisée, police à la française comme ils disent. Les CRS, c'est la police à la française en Angleterre. Et donc ils s'équipaient, il y a des images célèbres, on les voit se défendre avec des boîtes d'œufs rafistolées, donc vous imaginez. Donc là-dessus, finalement, ils ont formé des équipes de police formées au maintien de l'ordre, en s'inspirant de ce qui se faisait en France, en s'inspirant de ce qui se faisait en Irlande du Nord. Et donc, la France, pendant ces 2 décennies, 70-80, a vraiment travaillé un modèle, perfectionné le modèle mai 68, le modèle mai 68, enfin le modèle mai 68, le modèle français de maintien de l'ordre. Hein. Le cœur du modèle, d'un point de vue cette fois-ci tactique, c'est la mise à distance de la foule, et non pas l'agression des individus. Et ça, c'est absolument fondamental. Donc, les instruments de la mise à distance, alors à l'époque, c'est la charge, mais dans un sens où, dans le fond, donc moi j'ai mené mes travaux sur le maintien de l'ordre, les premiers c'était en 95, par exemple, c'est pour ça que je me souviens ici, la compagnie de district, bon, la charge, c'est d'abord la mise en scène de la charge. Vous faites descendre les fonctionnaires de police ou les militaires de la gendarmerie, 2 coups de sifflet, tac, ils se mettent tous en ligne, ils mettent le casque. Si c'est pas assez dissuasif, au prochain coup de sifflet, il tape 3 fois dans le bouclier. Un commissaire de police dans le 8e me disait, je peux dire où il était, puisque il n'était plus en poste, hein, me disait, bon, le maintien de l'ordre c'est très simple, hein, s'ils veulent pas se disperser, vous tapez dans les casques et il y en a un tiers qui part. Si c'est pas suffisant, bon, vous faites 3 pas en avant, là il y a le 2e tiers qui part.
Troisième tiers, c'est vrai que c'est les durs au mal, hein, ceux qui veulent rester, bah, vous attendez qu'il pleuve et puis ils partiront. Et donc c'est un rapport, si vous voulez, et d'ailleurs ce commissaire me dit, heureusement qu'il part, parce que s'il partait pas, on serait quand même dans l'embarras. Et ça c'est vraiment important, parce qu'il y a un rapport au temps, à la durée, à l'impatience de l'intervention policière qui a complètement changé depuis là. Et puis, durant les années 90 en France, vous le savez, on a eu un épisode majeur qui est le plan Juppé, la réforme de la sécurité sociale et la réforme des retraites, à l'époque déjà. Et Alain Juppé avait dit quelque chose, c'était un peu confus, et puis alors, tout le monde a voulu entendre, c'est comme De Gaulle quand il a dit « je vous ai compris », tout le monde a entendu ce qu'il voulait entendre, mais Juppé avait laissé entendre que s'il y avait du monde, le samedi prochain, il retirerait son projet. Et il y a eu beaucoup de monde dans la rue, effectivement, le samedi suivant, il a à moitié retiré son projet, il a retiré son projet sur les retraites, par contre il a gardé le projet sur la sécu. Bon. Ça c'est un moment majeur qui a beaucoup marqué après, parce que tous les chefs de gouvernement après ont dit la rue ne gouverne pas, la rue ne gouverne pas, nous serons intransigeants face à la rue. Tous. Raffarin, retraite, Nicolas Sarkozy, François Hollande, notamment François Hollande avec pour ministre de l'économie Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron également. Alors, ça c'est un premier point majeur d'inflexion. La manifestation ne va plus avoir le même rôle politique dans les années 2000 qu'elle l'a eu auparavant. Je dis, je regarde un peu, j'ai déjà épuisé mon temps, mais auparavant, c'est-à-dire les années 80-90, on retire des projets de loi sous la pression de la rue. François Mitterrand a retiré son projet de loi en 1984 sur la réforme de l'enseignement privé. L'école laïque. Ou sur l'école laïque. Alain Juppé a retiré son projet. Jacques Chirac a déclaré une pause sociale après la mort de Malik Oussekine, vous vous en souvenez. C'était Jacques Chirac, son programme, c'était la thatcherisation de la société française. Bon, ok. Et ça, dans les années 2000-2010, c'est fini. C'est fini. La manifestation n'a plus le même, n'est plus dépositaire de la même légitimité. Ça va avoir un impact énorme, parce que les Gilets jaunes, eux, ils ont défilé. Peu de choses réunissaient ce mouvement social très hétéroclite, très hétérogène, évidemment éminemment confus. Mais quand même, une certitude que la manifestation à la papa, disait-il, ça sert à rien. Ça, c'est vraiment quelque chose. Ils n'avaient pas tort. Tous les chefs de gouvernement ont dit on s'en fout. Vous êtes nombreux, on s'en fout. Vous n'êtes pas nombreux, on s'en fout. Deuxième événement, les émeutes urbaines. Donc les années 90 sont marquées par un cycle d'émeutes urbaines. Vous vous souvenez, Envelin, 1990, Mantes-la-Jolie, 91, Sartrouville, 93, Damary-Lélis, Melun, 93, Damary-Lélis, 97, Lille, 2000, jusqu'à 2005. 2005, ce sont les émeutes urbaines qui saisissent le pays entier, après la mort de Ziad Ebouna dans le transformateur électrique à Clichy-sous-Bois. Et les émeutes et les affrontements avec la police à Villiers-le-Bel à la suite de la mort de 2 jeunes dans un choc avec un véhicule de police. Et là, à Villiers-le-Bel, les affrontements sont très durs, parce que les armes à feu sont sorties du côté des protestataires. Et là, la préoccupation des policiers, alors là, je veux dire, mener tous les entretiens qu'il faut avec eux pour le savoir, c'est plus vraiment une manifestation. D'ailleurs, comme disait Sarkozy, au congrès de l'UMP 2008, devant les cadres de l'UMP 2008, Sarkozy, président de la République, disait vous savez, ce qui est bien en France aujourd'hui, c'est que quand il y a une grève, on s'en rend même plus compte. En fait, il y a la conviction qui est partagée un peu par tout le monde que le mouvement social se finit, c'était hier, c'est terminé. Et puis que, en fait, d'un point de vue police, l'essentiel, c'est les émeutes urbaines. En Allemagne, en Angleterre, en Suède, dans tout un ensemble de pays, on est confronté à autre chose, qui est 1999 Seattle, 2001 Gênes, 2001 Göteborg, et j'en passe, Évian, Prague, Rostock. On est confronté aux anti-mondialisations ou altermondialistes.
en fait, retour de la violence dans les manifestations. Alors, on les appelle aujourd'hui les Black Blocs. Bon. Alors, les anarcho-autonomes, appelez-les comme vous voulez. Mais des jeunes qui disent, en fait, qui sont animés de la conviction que c'est en cassant qu'on obtient quelque chose. Alors, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est pas pertinent, on va en discuter, mais en tout cas, c'est ce qu'ils font. Vous vous souvenez qu'à Göteborg, la police suédoise, jamais confrontée dans l'histoire du pays à des mouvements violents, panique complètement devant l'arrivée des Black Blocs, des altermondialistes. Alors je ne sais plus quel sommet c'était à Göteborg, ça devait être un G quelque chose, un nom compris entre 5 et 20. La police tire sur un manifestant et on le voit, vous pouvez regarder sur YouTube les images, le manifestant se vide de son sang sur la voie publique, hein. Imaginez le choc. Et un mois plus tard, de toute façon, à Gênes, alors là dans un autre contexte, hein, policier notamment, donc la police des Carabinieri tire sur Carlo Giuliani, qui meurt, hein, donc on voit mort étendu au pied des policiers. Et là, les polices, et ça c'est les polices, hein, c'est pas les gouvernements, les polices européennes se disent on ne peut pas faire ça, on peut pas se laisser entraîner dans un mouvement d'escalade. Là c'est la même réflexion que la manifestation Ferrer un siècle plus tôt. Le maintien de l'ordre, on va pas décréter, ça se passe comme ça. D'ailleurs, entre la circulaire Rousseau et la création de la gendarmerie mobile, il s'écoule 30 ans. Mais on ne peut pas faire ça. Et donc, les polices allemandes, les polices anglaises en partie, les polices du nord de l'Europe travaillent à des modèles de gestion des conflits, travaillent à des modèles de pacification des conflits, à des modèles de désescalade, qui ont pour but de se mettre en gros, c'est simple, hein, pour le dire vite, hein, c'est de se mettre les manifestants dans la poche. C'est-à-dire, face à là, ils partent du principe que la foule, elle est hétérogène et qu'il faut peser sur la masse qui peut se laisser entraîner. Mais ne vient pas à une manifestation avec l'envie première d'aller à l'affrontement. Ils ne sont pas nombreux, hein, ceux qui vont dans les manifs, avec l'envie d'aller à l'affrontement. Il faut quand même y réfléchir deux fois, il faut s'équiper, etc. En revanche, des gens qui basculent dans le cours de l'action, parce que, pour plein de raisons, mais souvent parce qu'ils lisent l'action policière comme étant une action hostile et tournée vers eux. Exemple paradigmatique de ça, c'est une manifestation loi El Khomri le long du Port-Royal, là, du Val-de-Grâce, où les manifestants criaient « Nous sommes tous des casseurs ». Et ça signe un échec tactique évident. Et donc, ils mettent en place des cellules de communication, ils mettent en place, enfin pas des cellules, hein, ils mettent en place des équipes de communication qui vont se porter auprès des manifestants pour expliquer le sens de la manœuvre. Ils rappellent aux policiers interpellateurs qu'ils sont toujours dans des contextes MO, maintien de l'ordre, et donc ils doivent communiquer aussi sur l'action qu'ils ont menée, alors pas au moment où ils la mènent évidemment, mais s'ils sont interpellés par des manifestants, ils diffusent des messages quand ils opèrent des nasses ou des tronçonnements de cortège. Ils expliquent aux gens assez le sens de la manœuvre, sinon c'est la panique, et ça génère... Bon, par ailleurs, on est dans des contextes dans lesquels, évidemment, et je reviens à mes affaires de violence urbaine, la police, les polices se sont jamais équipées pour faire face à des violences urbaines. Ce qu'on assiste aujourd'hui en France au retour ce que j'appellerais là le retour du mouvement social vers 2016, les lois sur le travail, c'est en fait une contamination du maintien de l'ordre par la doctrine, entre guillemets, ce n'est pas vraiment une, mais par les pratiques violences urbaines et par les équipements. Donc on voit des armes qui ont été introduites, circulaire Guéant en 1994 ou 95 sur le flashball, qui ont été introduites dans des cas de légitime défense en cas d'embuscade ou de violence urbaine pour des policiers isolés. Tac, on voit les flashballs arriver en arme majeure de maintien de l'ordre au moment des gilets jaunes, avec 13 000 tirs.
donc 25 éborgnés, etc. Et ce sont des armes qui ne sont pas du tout utilisées en maintien de l'ordre, évidemment. Mais des équipages, des équipes, toutes ces équipes non professionnelles de maintien de l'ordre, qui elles sont pas professionnelles de maintien de l'ordre, mais sont professionnelles sur les violences urbaines, les VU, qui sont donc appelés à intervenir au moyen du contact physique. Si vous lisez les mémoires de Lépine, préfet Lépine, un siècle avant, il vous dit, il y avait une technique comme ça qui s'appelait la louvoyante. Donc la louvoyante, vous rentrez des bons gaillards de chez vous, hein, des policiers, puis vous les faites louvoyer comme ça dans la foule pour, dit Lépine, hein, pour aller à la castagne. Bon, j'imagine il y avait quand même un but d'interpellation, en tout cas disloquer le groupe, faire peur, etc. Mais Lépine disait, attention, il suffit qu'il y en ait un des nôtres qui soit isolé, et on va lui rendre au centuple. Or, ce qu'on a vu se mettre en place au moment, notamment hein, durant les manifestations de Gilets jaunes, c'est justement ce retour à ce maintien de l'ordre, de contact, d'interpellation, etc. Et donc, un retour à un maintien d'ordre en quelque sorte pré-républicain. Alors pour plein de raisons hein, sur lesquelles que je vais pas évoquer et qui là encore sont pas seulement propres à la police, mais il y a quand même deux points majeurs. Le premier, c'est violence urbaine, et le deuxième, c'est le fait que les policiers français ne se sont pas sentis interpellés au moment de la mise en place de ces réflexions dans les polices européennes sur la réduction du niveau de violence, les techniques et les tactiques de désescalade. Donc il est resté un petit peu à part. Et ça donne aujourd'hui on dit en termes assez euphémisés, l'embarras, qui est celui des forces de l'ordre face... enfin des directeurs hein, des forces de l'ordre face aux mouvements sociaux aujourd'hui, parce que l'action policière a décuplé, a offert une surface de légitimation à tous ceux qui disent il n'y a qu'avec la violence qu'on peut se faire entendre, qui est énorme. Donc les Black Blocs qui recrutaient en centaines, maintenant ils recrutent en milliers, donc ça c'est et qui déploient des techniques, des équipements, des équipages, des équipes de police qui ne sont pas propres au maintien de l'ordre et qui entraînent des dégâts qu'on voit. Voilà. En quelques Merci minutes. beaucoup Fabien. On aura l'occasion de revenir, je pense, sur ton intervention qui était très riche, je te remercie. Jean-Baptiste, tu as la parole sur peut-être d'ailleurs le rappel un peu du cadre juridique. Si ce serait je pense que je veux plutôt questionner en fait le cadre juridique en réalité, oui. Parce que on est dans une situation qui est quand même à bien des égards originale et nouvelle. Aujourd'hui, en 2023, les choses ne se passent pas comme on avait l'habitude qu'elles se passent il y a encore ne serait-ce que quelques temps. Et le sentiment qu'on a, notamment si on commence par rentrer sur le problème par la question des manifestations, je partage tout à fait l'avis qu'on est sur une contestation de légitimité qui va croissante, mais qui va bien au-delà de la simple contestation de la légitimité, évidemment, de la manifestation. La contestation de légitimité, on l'a entendu par exemple pendant la crise Covid, en s'entendant expliquer que le président de la République était un spécialiste de la santé publique. On l'entend aussi aujourd'hui en voyant les différents potentiels candidats aux élections. Les médias, souvent, ont tendance à les présenter comme des gens qui ne dorment pas la nuit, qui travaillent d'arrache-pied, qui auraient une mémoire absolument incroyable. Et, si vous voulez, sans arrêt, on a actuellement cette idée que, eh bien, finalement, les dirigeants, et quand je dis dirigeants, j'entends pas seulement les dirigeants politiques, mais également tout l'appareil d'État qui encadre les dirigeants et qui les aide, seraient nécessairement plus équipés intellectuellement, matériellement, en termes de connaissances, y compris des gens qui ont consacré parfois leur vie à un sujet. C'est quelque chose de très étonnant, et ça accompagne en fait cette contestation de la manifestation, parce que qu'est-ce que ce sont que des gens qui manifestent? Eh bien, ce sont des gens qui en réalité manifestent une opinion, tout simplement. Ce sont des gens, c'est probablement manifester, en France on le sait bien, c'est l'un des droits les plus simples. Et j'y attache énormément d'importance parce que dès qu'on tombe dans les déclarations des droits de l'homme, etc.,
ça devient rapidement un casse-tête de juriste, alors qu'il fait sens, parce que c'est pas parce que c'est compliqué que ça n'est pas utile, mais manifester, c'est quelque chose d'évident. Vous n'êtes pas content, eh bien, vous prenez vos pieds, vous allez le dire quelque part. Ça fait partie des choses vraiment les plus basiques. C'est donc normalement quelque chose, l'un des droits qui devrait être les plus protégés, les plus simples, les plus efficaces. Et c'est justement parce que c'est les plus simples, les mieux compris, et qu'il exprime des choses évidentes. Quand on manifeste, c'est assez rare que le message des manifestants soit... Enfin, qu'on ne sache pas ce qu'ils veulent dire. Parfois, quand deux experts vont discuter, on peut être là, se dire, ah, en fait, oui, mais il a quand même dit ça. Et tout. Non, les manifestants, en général, s'expriment pour, contre, ils soutiennent, voilà, on a des manifestations pour, hein, typiquement au moment des attentats contre Charlie Hebdo, des choses comme ça, on a des manifestations contre, typiquement, là, contre la réforme des retraites, mais on sait quel est le message qui est véhiculé. Et c'est la clarté de ce message, et donc la clarté d'analyse des gens qui le portent, qui est contestée. Le souci, c'est que pour la contester, ce qui pose évidemment une grosse difficulté, c'est que en fait, c'est difficile à contester. C'est que quand on a un message clair porté par des gens qui sont légitimes, ne serait-ce que par leur nombre, fallait dire qu'ils ont tort, on peut en sortir des analyses. Hein. Mais les tableaux Excel, c'est bien connu, on leur fait dire ce qu'on veut, et c'est pas parce qu'on est technocrate qu'on va avoir raison par-dessus les gens. Du coup, on est obligé pour les contester, en réalité, de basculer dans autre chose, c'est-à-dire la négation de leur vision, de leur volonté, de leurs explications. Et cette négation, dit comme ça, c'est juste, bien sûr, on les écoute pas. On va pas tenir compte de leur avis. On va aller bien au-delà, puisqu'au fur et à mesure, et c'est ça qui commence depuis plusieurs années, au fur et à mesure où on ne tient plus compte de leur avis, finalement, on ne va plus non plus s'efforcer d'être attentif à les laisser faire, à protéger leurs droits. Pourquoi s'embêter à les contrôler de façon légale, puisque de toute façon, ils n'ont pas d'importance? Pourquoi s'embêter à ce que le contrôle des manifestations soit fait dans les formes, puisque de toute façon, ça ne sert à rien? Vous voyez, la bascule, elle se fait là. On commence à avoir de la part du gouvernement, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui aujourd'hui commence à être dit, mais ça je vais y venir. C'est qu'en fait on a la revendication maintenant, face à quelque chose qui est nié parce que le problème c'est que c'est légitime, face à quelque chose qui est nié, on a la revendication de prendre des décisions en fait illégales. Parce que le droit protège les gens. Si c'est pas des gens, si c'est pas des idées, au fond, pourquoi les protéger? C'est pas fait pour ça. Et à partir de là, on a cette revendication dans des séries, et notamment là depuis plusieurs mois, des séries depuis à peu près, vraiment, c'est quelque chose qui a commencé à s'accélérer depuis le mois de septembre. On a la revendication de décisions illégales qui s'enchaînent les unes à la suite des autres de la part de l'exécutif, et notamment des préfectures, mais pas que. On voit aussi que ça commence à être le cas au ministère de la Justice, on voit aussi que c'est le cas au ministère de la Santé, on le voit dans tout l'appareil d'État petit à petit, et en réalité, on a une revendication de l'État à s'exonérer de l'État de droit sur l'ensemble de ces sujets. Alors, c'est compliqué parce que il y a quand même des gens qui se manifestent contre ça et qui essayent de s'y opposer. Il y a de plus en plus, du coup, disons, d'initiatives d'activisme juridique qui se mettent en place. Il y a celle de la Délico, bien sûr, mais il y a aussi la Ligue des droits de l'homme qui a retrouvé, j'ai envie de dire, ils n'avaient jamais vraiment perdu, mais là, ils ont une vigueur et une visibilité qui est importante, et surtout, ils ont un rôle qui devient là essentiel. Enfin, là, vraiment, c'est clé. C'est pareil pour certains syndicats, le syndicat des avocats de France, mais aussi la CGT à Cannes est intervenue. Il y a plein de gens qui font ça. La Quadrature du Net, qui est une nouvelle association, le syndicat de la magistrature. Enfin, mais non, mais c'est super important, justement. En plus, le syndicat de la magistrature, ils sont d'autant plus contestés maintenant, puisqu'on conteste leur légitimité non seulement sur le fond, mais même, on conteste maintenant même leur droit à exister. Et donc on est vraiment, si vous voulez, je pense que c'est ça qui est le mal racine dans le sujet. Et ce mal, il s'exprime par une espèce d'alliance, en fait, entre le pouvoir politique d'une part et peut-être la haute fonction publique de l'autre. C'est compliqué à déterminer exactement. On parle souvent de dérive, mais moi je pense pas qu'on puisse parler de dérive sur ce sujet. C'est pas une dérive. Une dérive, c'est quand on est sur une pente comme ça, glissante et tout. Non, il y a des idées qui sont là depuis longtemps et qui s'expriment petit à petit. Et au fur et à mesure où les gens arrivent au pouvoir, de plus en plus nombreux avec porteurs de ces idées, en réalité, ils commencent à les exprimer de plus en plus nombreux. Et on n'est pas dans une dérive parce que si on analyse la situation présente, en fait, on est sur une pratique qui est systémique et systématique. Systémique
parce qu'on est en train de réorganiser l'appareil d'État pour contester ses légitimités et permettre à l'État de continuer à prendre des décisions illégales, et systématique, parce qu'en fait, on commence à s'en rendre compte au quotidien rapidement. Et pour les jurys, c'est quelque chose qui est assez fascinant à voir d'ailleurs, parce qu'on a souvent un peu l'impression de voir des gens qui font du juridisme contre du droit. Vous avez des textes qui disent quelque chose, et puis vous avez des gens qui vont faire une interprétation de ce que ça veut dire, mais qui n'a aucun rapport avec la réalité des faits. Ça sort un petit peu de leur esprit. C'est assez typique. Je veux pas je veux pas jeter l'opprobre, mais c'est typiquement du droit Sciences Po, si vous voulez, par opposition à des gens qui sont formés, qui analysent des choses, qui comprennent qu'il y a une jurisprudence, des interprétations. Et là, en fait, on a des gens qui vont dire, ah ben oui, mais en fait, ça peut vouloir dire ça. Non, ça veut pas dire ça. C'est pas ça qui a écrit. Et dans ces conditions, ça ne devrait pas s'appliquer comme ça. Pour bien analyser le problème, moi, je pense qu'il y a deux obstacles qui sont vraiment difficiles et qu'on rencontre, nous, de plus en plus, notamment quand on essaie de contester ces différentes décisions illégales qui interviennent. Le premier, c'est que, en fait, on est un peu à plat parce que nos outils de réflexion ne sont pas forcément très adaptés à la réalité de la situation. Je vais vous donner un exemple. Là, dans la récente décision du Conseil d'État sur les drones, une décision qui d'une certaine manière nous convient à peu près, mais vous voyez, c'est typique du juridisme, la décision, comme c'est souvent le cas pour le Conseil d'État, elle nous déboute. On a dit, voilà, les drones ne sont pas utilisés de façon légale par les forces de police, donc il faut revenir dessus, il faut donner des cadres. Le Conseil d'État donne des cadres et puis dit, bon, maintenant que vous avez les cadres et qu'ils ont promis qu'ils allaient les respecter, votre requête n'a plus lieu d'être. Donc on est débouté, mais quand même on gagne, en réalité sur le fond, si vous voulez. Mais ce qui pose problème dans cette décision, et ça c'est essentiel, c'est que, et c'est quelque chose qu'on réalisait peut-être pas il y a 1 an ou il y a 2 ans, en tout cas pas sur ces secteurs-là. Les gens qui font du droit des étrangers, eux, on avait conscience depuis déjà de nombreuses années. Parce que dans le droit des étrangers, le juridisme contre le droit, on connaît. On fait dire n'importe quoi au texte, et puis en fait, de toute façon, c'est appliqué par des tribunaux qui font ce qu'ils peuvent aussi, et on est en fait sur des passages en force. C'est qu'on a l'impression, en réalité, qu'on a une espèce de démocratie théorique. C'est-à-dire que vous avez des garanties, vous avez des droits. Typiquement, dans la décision sur les drones, ce que nous dit le Conseil d'État, c'est que il n'y a pas de problème, puisque vous avez le droit d'aller contester les arrêtés des préfets devant le tribunal administratif de votre commune. Sauf que cet arrêté, le drone, il a peut-être été mis en place pour une manifestation qui va se tenir de 10h à 14h. Et l'arrêté, il est publié à 10h30. La manifestation, elle est déjà commencée. Et le tribunal administratif, de toute façon, même si vous arrivez à rédiger quelque chose entre 10h30 et 14h, il n'aura pas le temps de rendre une décision. On en a plusieurs des situations comme ça. À tel point que pour s'organiser pour y répondre, il a fallu commencer à surveiller les journaux officiels, regarder, apprendre à faire des requêtes en 1 demi-heure, en 20 minutes, les déposer du tac au tac, pour un peu mettre les tribunaux devant, j'ai envie de dire, les forcer à s'en saisir et à prendre des décisions. Et donc quand on vous dit non mais il y a des garanties, il vous suffit d'eux, et ensuite on verra, c'est tellement théorique aujourd'hui. C'est tellement difficile. C'est comme quand on, si vous voulez, par exemple en matière de fichiers, là aussi c'est un sujet compliqué, mais en matière de fichiers, il y a des garanties réelles parfois, et puis il y a des garanties, typiquement, et puis il y a des garanties en réalité qu'on ne va pas réussir à mettre en œuvre. Il faut aujourd'hui probablement faire un état des lieux de la démocratie théorique par rapport à la démocratie du quotidien. C'est pas la même chose. Et tant qu'on n'a pas compris ça et qu'on ne propose pas aux gens une démocratie du quotidien sérieuse et efficace, ça sert à rien de leur promettre qu'en bas du contrat, en bas de la loi, en bas d'ici, etc., il y a une garantie. Si elle ne fonctionne pas, à quoi bon? On a l'impression de se faire coincer par son assureur. C'est ce que je disais avec les petits caractères en bas du contrat. Ah, vous pensiez ça, mais en fait, vous n'aviez pas vu que vous n'aviez qu'un délai de 48 heures pour nous saisir ou de 17 jours ou j'en sais rien. C'est exactement la situation actuelle dans laquelle plein de gens sont en train de s'enferrer et dont on ne sait pas comment s'en sortir aisément. Et l'exécutif en profite autant qu'il peut. Puisque il part du principe que personne ne va avoir ni le temps ni la capacité de s'opposer. Alors on peut interdire les dispositifs sonores portatifs. Dispositifs sonores portatifs pour raison terroriste. Qu'est-ce que c'est qu'un dispositif sonore portatif? C'est une casserole. Vous avez là du juridisme, vous voyez, c'est-à-dire que pour réussir à viser
En gros, le président de la République fait une sortie à Strasbourg, elle se passe très mal. C'était le départ de son Tour de France. Voilà, il espérait que ça serait de la bonne communication. Il se trouve que c'est de la mauvaise communication. Là-dessus, il décide que désormais, il y aura plus de casseroles dans ses déplacements. Mais comment interdire aux gens d'avoir des casseroles et de faire du bruit? Sachant que le bruit, on peut dire ce qu'on veut, c'est l'une des formes de manifestation les plus pacifiques qui soient. Puisque je l'ai dit, la manifestation, c'est d'abord le fait d'exprimer une opinion. Vous êtes même pas... Enfin, vous êtes juste en train de taper voilà, et de faire du bruit. En quoi le bruit empêche quelqu'un de se déplacer, d'aller faire ce qu'il a à faire, de venir... Justement, c'est l'anti-violence. C'est là qu'on respecte la distance et qu'on accepte de se tenir un peu loin et en même temps de manifester son opinion. Donc on interdit les dispositifs sonores portatifs pour raison terroriste en utilisant le code de la sécurité intérieure. Et là, la première fois, tout le monde est surpris. Je crois que la première fois qu'ils l'ont fait, me semble-t-il, la manifestation a commencé genre à 11h. L'arrêté a été publié à 11h30. Ils avaient déjà commencé à interpeller les gens qui avaient des casseroles. Donc, en plus de ça, typiquement, là, on est exactement dans la situation d'exonération des droits, puisque ils ont commencé à appliquer un arrêté avant même qu'il ne soit publié, ce qui est pas possible. Tant que vous n'avez pas été prévenu de l'existence d'un arrêté, il ne s'applique pas à vous. Et la réponse, c'est oui, mais c'est pas grave. De toute façon, dans ce cas-là, vous ferez annuler les conséquences plus tard. Et tout. Sauf qu'en attendant, vous n'avez pas pu aller à la manifestation. Vous n'avez pas pu réussir à manifester votre opinion. Et comment ça sera indemnisé par l'État? Ça existe une indemnisation par l'État parce qu'on vous a empêché fautivement d'aller à une manifestation? C'est jamais arrivé. C'est pas quelque chose de courant. On est là, dans la démocratie du quotidien, face à une démocratie théorique qu'on essaie d'expliquer qu'elle fonctionne. Et donc, on se retrouve à devoir dire, mais ces casseroles, finalement, c'est quoi la raison terroriste? Et là, du coup, la préfecture est bien forcée, puisque saisie en urgence sur le 2e ou le 3e arrêté casserole, cette fois-ci, c'est passé, il a été déposé à 6h du matin, pour une manifestation qui avait lieu à 14h, je crois, et le juge accepte de fixer une audience à 9h. Donc tout le monde à 9h, la préfecture prend le bas de combat, etc. Et là, elle dit, en fait, le terrorisme, alors, qu'est-ce que c'est? Le terrorisme, c'est, et ils fournissent une capture d'écran d'une page Facebook, indiquant sous un article de la Nouvelle République, des gens qui disaient, alors ils faisaient des insultes contre le président de la République. Voilà. Le journal du coin a annoncé la venue du président, fort bien, et en bas, vous avez des gens qui sont pas contents, pour plein de raisons différentes, et qui l'insultent. Mais dans ces insultes, il n'y a pas grand-chose, il n'y avait rien de particulier. Et puis surtout, la question qu'on a immédiatement posée à la préfecture, c'est mais donc vous êtes en train de nous dire que les gens qui ont posté ces messages sont des auteurs de menaces terroristes? Alors, ils disent oui, mais vous les connaissez, vous avez leur nom puisque c'est sur Facebook. Donc vous avez le nom, le prénom, vous savez où ils habitent. Qu'est-ce que vous avez pris comme mesure pour mettre fin à cette situation dont vous estimez qu'elle est dangereuse? Dans le même arrêté, et ça aussi c'est quelque chose qui n'est pas trop commenté et qu'on a réussi à faire sauter, mais c'était pas évident, c'est que désormais, dans les déplacements du président de la République et de certains ministres, on impose un périmètre de sécurité de 750 mètres. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que c'est 750 mètres autour de quelqu'un. Quand un politique se déplace, c'est normal de sécuriser son parcours, surtout en situation de tension politique comme aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Il y a des vrais opposants, des manifestants qui ne sont pas contents. S'il s'agit de faire 20 mètres à gauche, 20 mètres à droite pour éviter de se prendre des tomates, je pense que personne ne s'y opposera jamais. Pour le coup, c'est tout à fait justifié. Sauf que là, en fait, sur 750 mètres, vous avez une interdiction de pouvoir exprimer votre liberté d'aller et venir. Vous ne pouvez plus bouger. Et c'est 750 mètres qui se déplacent comme ça, avec, voilà, tout. C'est quelque chose, là aussi, qui est totalement inédit. Et qui est revendiqué. Alors qui a été annulé, parce qu'évidemment, c'est bien trop large, ça n'a aucun sens. Le tout fondé sur une menace terroriste qui était parfaitement inexistante. Néanmoins, ça recommence, on continue, et on insiste là-dessus. Alors c'est difficile, pour moi c'est aussi un obstacle important pour analyser le problème aujourd'hui, c'est difficile de traduire cette situation en éléments politiques. C'est-à-dire qu'on s'y perd un peu, on comprend ce qui se passe, mais ça traduit qu'à l'alliance des pouvoirs. Moi, comme j'ai dit, on a le sentiment qu'on est un peu face à l'exécutif qui s'allie avec la haute fonction publique, mais est-ce que c'est vraiment la bonne façon de poser les choses? C'est pas sûr. C'est peut-être un ressenti parce que finalement, nécessairement, tout ça est réalisé par des préfets, par des conseillers d'État, par des hauts fonctionnaires, voilà. Donc on a un peu l'impression que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment ça?
c'est pas si sûr. Ce qui est certain, c'est que il y a en tout cas un socle aujourd'hui au sein de l'État qui véhicule cette mentalité de s'échapper, de s'exonérer d'état de droit, et que ce socle, eh bien, il est très fort, et face à lui, c'est là aussi qu'on se rend compte à quel point on n'a pas seulement 3 pouvoirs. En réalité, on a une espèce de millefeuille démocratique qui s'exprime avec la capacité pour tout un chacun de pouvoir faire des choses face à ces problématiques. Il n'y a pas que les activistes juridiques en fait qui agissent. Vous avez également les médias qui sont extrêmement choqués. Même le journal Le Monde s'est largement inquiété de ce qui est en train de se mettre en place et du système qui est en train de s'installer. Puis vous avez le public qui, pour le coup, assure un soutien absolument sans faille sur ces questions, qui lui, les gens le voient bien. On commence à traiter de terroristes des gens qui expriment des opinions qu'ils exprimeraient normalement au bar du PMU. Enfin, ça n'a aucun sens. Que ça soit peut-être un peu vulgaire ou un peu agressif. Et alors, ça reste une opinion et on a le droit de l'exprimer. D'ailleurs, il y a certainement des opinions en sens contraire qui s'expriment. Et puis c'est tout. Tant qu'il n'y a pas de menace physique derrière ou quoi que ce soit, ça n'a aucun sens. Et on se retrouve finalement avec un système qui se met en place, qui en plus s'installe à travers une forme de transition technologique qui s'installe et qui lui sert un petit peu de véhicule. Alors là-dessus, il faut être très... D'abord, parce que ça va croissant. Typiquement, on va le voir avec les Jeux Olympiques, ça va très certainement donner lieu à des situations absolument catastrophiques. Les images de caméra, par exemple, pourront être traitées par algorithme. Il y a des tas de choses qui ont été autorisées parce que ce sont les Jeux Olympiques, mais qui, comme souvent, il y aura une espèce d'effet cliqué et ça va rester autorisé. Mais il faut bien avoir conscience qu'à chaque fois, on dit « Ah bah oui, mais c'est la technologie, etc. » et tout. Mais la technologie, en fait, n'est jamais première. La technologie a un sens. Enfin, si vous choisissez d'utiliser un outil, vous avez parfaitement le choix de ne pas le faire. On le voit bien pour les drones aujourd'hui. Les drones, normalement, dans la directive police-justice, ne peuvent être utilisés que dans des situations d'absolue nécessité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire la même chose avec des forces de police. C'est aussi simple que ça. Donc si vous pouvez le faire avec des forces de police normales ou des caméras fixes comme il y en a déjà pas mal, etc., en fait, il n'y a pas besoin de drones. Parce que les drones, c'est trop dangereux, c'est trop intrusif. Enfin, il faut bien comprendre qu'un drone, en gros, il peut vous filmer à 600 mètres de distance. Vous voyez ce que c'est, un appareil qui va être gros comme ça et qui vous filme à 600 mètres de distance sans que vous le sachiez et qui, à 600 mètres, a une image extrêmement précise de vous et qui peut également filmer l'intérieur des domiciles, etc. On est sur quelque chose qui est dangereux. Donc, le choix des utiliser, ce que dit la directive, c'est bon, on peut l'utiliser, mais seulement, en quelque sorte, en dernier ressort. Actuellement, en un mois, vous avez eu plus de 50 arrêtés permettant l'usage des drones par les forces de police. Donc, on n'est pas du tout dans cette limitation qui était prévue. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, les forces de police, aujourd'hui, c'est difficile de dire à quelle idéologie ça correspond, mais en fait, le drone correspond à une idéologie. Tout comme l'usage, par exemple, des fichiers correspond à une idéologie. Là, la semaine dernière, c'est quand même la procureure générale de Lille et le ministre de la Justice qui ont été condamnés par un tribunal administratif parce qu'à l'occasion des arrestations massives déjà illégales, vous voyez cette espèce de cascade d'illégalité. Vous avez des arrestations massives illégales qui ensuite conduisent à des gardes à vue illégales et ces gardes à vue illégales conduisent à la constitution de fichiers illégaux. Illégaux pourquoi? Parce qu'en fait, dans ces fichiers, il était indiqué qu'il s'agissait des participants au mouvement contre la réforme des retraites. Le titre du fichier était « Mouvement contre la réforme des retraites ». Et ça, c'était un fichier qui était échangé, visiblement, par les procureurs. Oui. On était dans une situation, enfin, c'est quelque chose qu'en France, on n'a plus l'habitude de voir. Et ce fichier, il n'est pas arrivé parce que Excel ou parce que l'informatique permet de faire des fichiers. Faire un fichier comme celui-là, c'était un simple tableur. Un tableur, on peut en faire depuis les années 80. Donc, c'est pas la technologie qui va diriger l'usage, c'est bien des acteurs qui ont cette idéologie en tête et qui ont traduit leur idéologie par la création d'un fichier politique. Alors, en plus de ça, on est sur une situation où tout le monde dans ce sujet avance un petit peu de façon dissimulée. Typiquement, pour les fichiers à Lille,
On ne sait toujours pas, il n'y a eu aucune réaction évidemment du ministre de la Justice. On attendait quand même, je ne sais pas moi, une enquête, des sanctions, quelque chose, parce que on ne sait pas qui a créé ce fichier, on ne sait pas quel était son usage, on ne sait pas à quoi il a servi, et surtout on a eu confirmation qu'il y en avait d'autres. Mais à part ça, on n'a pas plus d'éléments. Donc il y a un travail, si vous voulez, de maïotique en quelque sorte pour faire... C'est ce que je disais, comme on est dans la démocratie théorique, en fait il faut sortir de la démocratie théorique et réussir à mettre des mots plus concrets sur la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est un travail si vous voulez, de réalisation qui est extrêmement important et qui est très difficile à faire. Et je pense que dans l'activisme, justement, c'est un élément essentiel, c'est de réussir à obtenir des décisions qui, peu importe au fond de gagner ou de perdre, c'est toujours mieux de gagner bien sûr, mais c'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est de réussir à éclairer la situation et de permettre de mieux en cerner les contours. Une fois qu'on est fixé et qu'on sait qu'en fait, c'est quelque chose de parfaitement illégal qui est en train de se faire, bon bah, au moins là, on peut le contester. Alors que jusque-là, en fait, on fait comme si ça n'existait pas. Les fichiers, ils faisaient comme si ça n'existait pas. Les drones, ils faisaient comme s'il n'y avait pas de problème. L'interdiction des cartons rouges et des sifflets, même chose. Un truc extrêmement ridicule, mais le ridicule est souvent le signe de l'arbitraire, en réalité. Eh bien, ils faisaient comme si c'était normal. C'est le fait de le contester qui permet de mettre un mot dessus, de le décrire correctement et de commencer ce travail pour exprimer, pour essayer de voir ce que ça veut dire. Mais c'est très difficile à faire parce qu'on est face à une stratégie qui relève vraiment du confusionnisme et pas que. Là, moi je vois seulement, ne serait-ce qu'aujourd'hui, en plus c'est du confusionnisme particulièrement pervers, quand on pense qu'on essaie de faire croire, par exemple, quand on voit le président de la République utiliser le terme de décivilisation, déjà c'est choquant, mais en plus aller faire croire que ce terme viendrait de Norbert Elias, si vous voulez, et donc créer une confusion entre Norbert Elias et Renaud Camus. Là, on est sur quelque chose dont on voit bien qu'on est sur un travail de mixage un peu étonnant, et il attaque également de la même façon les acteurs de l'activisme plus traditionnel. On a vu aussi cette semaine également les pauvres membres de l'association SOS Racisme se faire en réalité, eux, accuser d'être des racistes et surtout des extrémistes à l'image de l'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dénoncé la création d'un autre fichier par un autre ministère, mais cette fois-ci un fichier ethno-religieux. Alors, quand on est dans une situation où tout est mélangé, où les gens empêcher de mettre les mots dessus, c'est un des points principaux. Et c'est pour ça que le travail qui est réalisé en ce moment, à mon avis, c'est d'abord d'arriver à décrire le système qui est en train de s'installer. Merci Jean-Baptiste. Eh bien, écoute, alors, je voudrais rebondir peut-être sur ta problématique, justement, démocratie théorique versus démocratie du quotidien, parce que effectivement ça me paraît être à creuser, parce que je pense qu'on est dans une situation de crise. Alors ce terme il a été beaucoup galvaudé, le terme de crise, mais enfin, j'en ai pas d'autre, donc je vous le livre. De crise du pouvoir et de crise de l'équilibre des pouvoirs, parce que aujourd'hui bon, on est tous à se demander qui arrêtera finalement le pouvoir exécutif qui est dans cet océan d'impuissance publique peut-être, par ailleurs, celui qui domine les autres et qui a tendance à vouloir les réduire à néant finalement. Donc c'est très inquiétant de ce point de vue-là. Alors moi, peut-être pour lancer les échanges, hein, moi je pense, mais alors c'est peut-être idéaliste de ma part, hein, je pense que effectivement s'il y a ce hiatus entre démocratie du quotidien et démocratie théorique, eh bien il y a peut-être un modeste antidote, quoique, c'est le fait que les gens connaissent leurs droits, que les citoyens connaissent leurs droits fondamentaux. Et peut-être qu'il faut rappeler d'abord que la manifestation, c'est un régime déclaratif. Qu'on se le dise, c'est un régime déclaratif, ni plus ni moins. C'est-à-dire qu'une manifestation n'a pas à être autorisée, elle peut être interdite de manière tout à fait exceptionnelle. Donc on revient aux fondamentaux,
c'est-à-dire que c'est un régime de liberté, quand même, qui prévaut encore, et c'est l'idée que la liberté est la règle, et que la privation ou la restriction de liberté est l'exception. Voilà, je pense qu'il faut quand même repartir de là, pour ne pas désespérer trop. Il y a 30 ans, on aurait dit pour ne pas désespérer Billancourt. En tout cas, pour pouvoir aussi rebondir. Alors, laisse-moi te désespérer encore plus et te dire que ta réponse est typiquement une réponse qui renvoie à la démocratie théorique, puisque pendant le festival de Cannes, le préfet de police a interdit toute manifestation d'avance pendant 15 jours. Ce qui est une situation là aussi inédite, puisqu'on ne peut pas, ce que prévoit le texte, c'est qu'on interdise les manifestations déclarées. C'est juste les manifestations déclarées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que ce que croient pas mal de gens, c'est que si on a le droit d'interdire les manifestations, si l'État a le droit d'interdire les manifestations déclarées, c'est parce qu'en réalité, il a un droit de contrôle sur les manifestations. D'autorisation, quasiment. Quasiment d'autorisation. Mais alors, pourquoi il n'y a pas de sanction? Parce que si vous faites quand même une manifestation interdite, en pratique, vous allez avoir du mal à être sanctionné. C'est très simple. C'est qu'on veut une déclaration, pourquoi? Pour avoir une visibilité, pour pouvoir faire du pilotage, pour éviter que vous ayez simultanément une manifestation de gauche et une manifestation de droite au même endroit, au même moment, et que les gens commencent à se taper dessus. Donc simplement, on veut une déclaration, et en fonction de la déclaration, on peut fixer d'autres parcours, interdire, etc. Là, on a une situation à Cannes, pendant le festival, où le préfet a décidé de tout interdire. Il n'y a pas de manifestation, donc on est sur une négation profonde. Ça a fait l'objet d'une décision du tribunal administratif de Nice qui a reproché aux gens qui se sont plaints qu'eux-mêmes n'avaient pas fait de déclaration de manifestation. En disant, ils n'étaient pas en capacité de faire tester. Du coup, ils ont fait une déclaration de manifestation, ils ont décidé qu'ils feraient une manifestation à 10. Donc en plus, c'était des profs de droit, enfin bref. Sur la plage, à côté du palais des festivals, tout simple. C'est remonté au Conseil d'État, et là, le Conseil d'État, dans une décision qui est très choquante, parce qu'en fait, elle revient en arrière jusqu'à quasiment l'arrêt Benjamin. C'est-à-dire que le Conseil d'État a décidé que ceci, en fait, le préfet avait le droit d'interdire, aujourd'hui en France, apparemment, l'État a le droit d'interdire toutes les manifestations dans une zone par avance. C'est quelque chose de profondément inédit. Et les arguments sont de dire, qu'en fait, il n'y a pas assez de policiers. Sachant que si vous manifestez, il n'y a pas assez de policiers, ce qui en reste un peu quoi, puisque le travail de l'État est quand même de vous permettre d'exercer vos droits. Et parmi vos droits, il y a le droit de manifester. Donc s'il n'y a pas assez de policiers pour vous permettre de manifester, c'est qu'on a un problème profond, qui peut se discuter, mais évidemment c'est de mauvaise foi, parce que le deuxième argument qui était soulevé par le Conseil d'État, c'était de dire, par ailleurs, vous pouvez manifester ailleurs. Donc en fait, c'est pas un problème qu'on interdise dans un périmètre parce que vous avez le droit d'aller manifester ailleurs. Sachant que si vous allez ailleurs, au passage, il faudra bien des policiers pour surveiller votre manifestation ailleurs. Donc, on est dans une situation là typique où les tribunaux renvoient les gens qui se plaignent à la démocratie théorique, réinterprètent le dispositif juridique, le droit existant en faisant du juridisme et non pas du droit, et en réalité s'en servent pour nier l'esprit de la loi et le sens de la loi depuis, dans ce cas-là, quasiment 100 ans, et réussir à revenir en arrière, et en réalité basculer dans une démocratie qui n'a plus de démocratie à ce moment-là que le nom, et c'est toute la difficulté. On arrive en réalité dans un régime qui, aujourd'hui, pas demain, pas dans 5 ans, pas dans 10 ans, qui aujourd'hui, je suis désolé, si l'État a le droit d'interdire les manifestations dans une zone définie pour une durée définie, c'est que le régime qui peut prendre ces décisions est un régime arbitraire. Alors j'ai prévenu que j'étais sûrement idéaliste. Simplement, je pense qu'on ne peut pas lutter ou rassembler des citoyens pour lutter pour nos droits, simplement, en ayant la tête dans le seau, ou dans le sable, ou dans le sac, comme on voudra. Voilà. Et donc il faut donner aussi les outils, alors au début très concret et très évident aux gens pour se battre. Et le premier outil en la matière, c'est quand même de connaître un petit peu les rudiments du droit. Oui. Alors justement, je voudrais réagir à ce que tu dis, Hélène, parce que quand je vous écoute, d'abord, moi, ça m'éclaire beaucoup. Ce que tu dis sur la démocratie formelle,
la démocratie théorique et la démocratie réelle. Parce que tu donnes des exemples liés au maintien de l'ordre, au droit de manifester, mais on a exactement le même ressenti sur la démocratie parlementaire, où le Parlement est censé représenter le peuple, où on empêche la représentation du peuple d'être en phase avec le peuple, c'est-à-dire de voter contre, au moins de voter déjà. Bon, c'est vrai, c'est le vote pour ou contre. Or, ce ressenti de la crise de la démocratie réelle par rapport à la démocratie formelle, je pense que l'affaire des retraites lui donne une coloration, je dirais, plus large, plus fédératrice que l'histoire de « il s'arrange pour que la démocratie, les droits qu'on a, ne soient inapplicables ». Le sentiment que nos droits ne sont pas appliqués fait partie, à mon avis, de la grande crise actuelle. Donc, quand tu dis trouver les mots, je pense qu'une de nos tâches politiques, c'est de donner à lire ce décalage entre la démocratie réelle et la démocratie formelle pour avoir un front large de celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens de re-rendre notre démocratie et nos droits réels. Donc ça, je pense que c'est quand même une bonne entrée par rapport aux sujets qui sont les nôtres. Le deuxième sujet que je voulais traiter, et alors après, pourquoi il y a de la connivence entre ce que toi tu appelles la connivence, enfin je ne sais pas quel mot tu as utilisé, mais de la convergence entre le pouvoir dirigeant et la haute administration. Ben là, à mon avis, ça me renvoie à ce que disait l'Allemand sur eux, vous et nous. Oui. C'est-à-dire, il y a maintenant, alors Jospin disait ça de la haute administration à d'autres temps, une espèce de caste qui s'auto-alimente, estimant qu'elle a la légitimité républicaine et qui aurait des ennemis ou des gens qui ne veulent pas admettre leur légitimité de la République. Le eux et nous me paraît quand même là une des grandes crises alors là pas seulement la démocratie réelle, mais de la fragmentation de la société française et par ailleurs de la fragmentation entre ceux qui gèrent l'État et le reste des citoyens, qu'on peut renvoyer à une forme d'impuissance de la puissance publique à répondre aux aspirations des citoyens. Et au bout d'un moment, ben, c'est pas de leur faute, c'est les citoyens qui n'ont rien compris. Alors les connards qui n'ont pas compris la mondialisation, les autres qui n'ont pas ceci. Et c'est d'autant plus vrai dans la crise politique qui est la nôtre. Quand un pouvoir est élu avec 20% des voix au premier tour et un vote de dépit au deuxième tour, le eux et nous se confortent. C'est-à-dire ceux qui considèrent qu'ils ont le pouvoir légitimement, théoriquement, se crispent d'autant plus qu'ils n'ont pas le sentiment d'avoir une adhésion majoritaire potentielle autour d'eux. Donc je crois que là, ce qu'on est en train de décrire, je ne sais pas comment on peut le faire passer à la population, mais il va falloir trouver les moyens de parler de ces décalages. Alors ça m'amène à une question par contre, qui là, moi, me paraît plus compliquée à analyser, et c'est peut-être à vous que je vais le demander, c'est l'histoire de la violence. Parce que votre thèse, en tout cas une partie de votre thèse, c'est les Black Blocs étaient 4 pelés, 5 tondus, j'exagère, hein, il y a certaines années, et puis à force d'avoir délégitimé la réponse à la manifestation, eh ben, les gens se sont crispés, et du coup, le bloc qui bascule favorable à Black Bloc devient plus fort. Je me demande quand même s'il n'y a pas d'autres raisons. Hein, parce que moi, je suis moi-même en pleine ambiguïté devant ce genre de choses. D'abord, comme beaucoup de gens, je suis sensible affectivement quand je vois un flic qui se prend un parpaing sur la tête, même si j'ai beaucoup de critiques à faire à la police. Moi, je prends d'abord l'individu qui est menacé, tout ça parce qu'il est censé représenter l'institution, qu'il n'est peut-être pas toujours génial dans ses comportements, mais enfin bon. Donc du coup, moi je vois beaucoup de gens fonctionner comme moi, en solidarité avec la police, sur le thème, et franchement, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller leur casser la figure, vous voyez, par rapport à cette montée de la violence, une peur de la montée de cette violence. Et la deuxième chose, c'est que je pense quand même que quand vous avez à Sainte-Soline des gens qui s'auto-organisent pour venir casser du flic, mais en grosse zone, hein, je pense quand même que là, la réponse, c'est pas seulement la distanciation.
Parce que, bon, on peut dire, on s'en fout, ils vont occuper les bassines. Mais après, la violence, elle se multiplie, comme on peut l'avoir vu, par exemple, à Nantes ou dans les ZAD, etc. En tout cas, je m'interroge sur cette idée de la montée de la violence. En tout cas, j'ai trouvé ça très important, la comparaison avec les émeutes et ce que vous avez dit là. Je pense qu'en effet, c'est un des éléments qui est... Et dernière petite question, vous n'avez pas du tout parlé de Sharon. Est-ce que, attendez, pourquoi je vous dis ça? Est-ce que ça n'a pas constitué quand même avant 68, un élément de rupture par rapport aux forces de l'ordre? C'est justement, ce serait intéressant que vous me disiez votre... Vous savez pourquoi? Alors Sharon, évidemment, c'est pas loin non plus. Hein. Vous savez pourquoi? Sharon, c'est un événement parisien. En fait, le schéma de civilisation du contrôle des foules, hein, CRS, gendarmerie mobile, c'est propre à la France métropolitaine. D'accord. Les colonies. Et Paris, surtout le Paris de la guerre d'Algérie, à Charonne, donc 8 février 1962, le FLN avait décidé d'exporter les opérations militaires sur le territoire parisien. Des policiers ont été assassinés durant tout l'été 1961 et on est dans un contexte dans lequel les pouvoirs publics luttent contre le FLN, mais surtout en 62 contre l'OAS. Dans une culture policière absolument marquée par un anticommunisme viscéral, qui fait que la manifestation Ridgway 1952 est très violente, ce qui fait que on tire sur des manifestants de la CGT le 14 juillet 1953. Bon, comme par hasard, on tue des Algériens syndicalistes. Le climat à l'époque est un climat évidemment, alors anti-arabe, à travers nord-africain, anticommuniste très fort, et la préfecture de police est totalement coupée du monde. Elle est totalement autonome, jusque, c'est pour ça que je parlais des compagnies de district. Je vous racontais l'ambiance à la compagnie de district là, donc on est en 1994 ou 95, je retrouverai l'année, mais la préfecture de police dispose de ses propres forces de maintien de l'ordre, les compagnies de district. Du reste, compagnie d'intervention de la préfecture de police aujourd'hui, toute proportion gardée, hein, reste un outil aux mains du préfet de police. Ça n'affecte pas le maintien de l'ordre. C'est ça qui est tout à fait singulier. Ce qui prouve que l'histoire n'est jamais linéaire, qu'elle a toujours des à côté, qu'elle a toujours des mouvements contradictoires. Mais on est allé, on a retrouvé, d'ailleurs, quand je dis on, c'est bien imprudent, ce sont des journalistes qui sont allés trouver des archives sur 1961, donc sur le 17 octobre 1961. Et Charles de Gaulle, le président de la République, sait très bien ce qui s'est passé le 17 octobre 1961, il le sait absolument. Mais il estime que le risque politique est plus lourd pour lui, Charles de Gaulle, pas des présidents qui ont succédé, hein, de s'affronter au préfet de police, qu'il s'agisse de Papon ou du préfet de Bello, hein, du désir de justice qui lui l'anime. Il trouve ça absolument indigne qu'on ait jeté des Algériens à la Seine, qu'on en ait mitraillé, qu'on en ait battu à mort. Lui le trouve. La question morale et la question affective, que vous mettez d'ailleurs en avant, face à un policier qui se prend un parpaing sur le casque. Mais il dit politiquement, je ne peux pas me permettre, et termine. On ne fera rien contre la préfecture de police. Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Il y a le maintien de l'ordre en France, il y a le maintien de l'ordre à Paris, il y a le maintien de l'ordre dans les colonies. Et les territoires d'outre-mer. C'est bon. Donc ça, c'est important. Ça me permet de venir à la question d'en venir à la question des Black Blocs. Moi, je ne vous ai pas dit quels sentiments m'animent dans ce que je vois un policier être transporté par ses camarades, un gendarme ou un manifestant éborgné. Bon, plein de sentiments m'animent.
ma conviction sociologique, en quelque sorte, c'est que c'est la raison pour laquelle les Black Blocs en France ont eu ce terrain, comment dire, ont eu cette capacité de croître. C'est précisément face à un double mouvement, un mouvement politique qui délégitime la manifestation. Ça a été l'axe de l'exposé auquel je souscris, hein. Et d'autre part, les comportements policiers, l'organisation de la police en face. Une police qui est pensée pour les VU, violences urbaines, et non pas... Après, il est clair que... Alors, est-ce que maintenant j'essaie de me mettre dans la peau d'un Black Bloc? J'essaie très fort, je me concentre, et je me dis, bon, quel est le calcul politique? On va prendre l'exemple des émeutes. Qu'est-ce que les émeutiers ont gagné à mettre leur cité en flammes, ici ou là? C'est très compliqué comme question. Ça, c'est une question de science politique pure. Alors, et c'est très compliqué. D'une certaine manière, ils ont gagné l'ANRU, c'est-à-dire le programme de rénovation urbaine. Honnêtement, c'était déjà avant. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, ils peuvent avoir l'impression que... Voilà, alors, d'une certaine manière, ils ont maintenu, ils ont fait en sorte que la politique de la ville revienne à l'agenda de manière cyclique. Et la dernière fois que c'est revenu de manière massive, c'est le programme national de rénovation urbaine. Alors, est-ce qu'ils ont gagné la rénovation urbaine? Est-ce qu'ils ont perdu? Ça, on peut en discuter. Mais ils ont aussi contribué à un renforcement très fort des dispositifs policiers et judiciaires contre les formes de déviance de la jeunesse de banlieue. Bon, à mon avis, ils ont à la fin, l'addition n'est pas forcément positive pour eux. Les Black Blocs ont très fortement contribué à la légitimation par les juges, notamment les juges administratifs, en quelque sorte, alors si on veut raisonner en termes de théorie du droit, on dirait tournant préventif du maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place plein de dispositifs avant la manifestation qui vont empêcher la manifestation d'advenir parce que, dans le fond, on voit bien que lorsqu'il y a des manifestations, il y a des désordres et le désordre est intolérable. Donc, bon, on va interdire, enfin, on va rendre extrêmement difficile la manifestation, ça empêchera le désordre. Et ça c'est un... alors, à ça s'ajoute le terrorisme. Parce que j'ai parlé des violences urbaines, et ces dernières années, évidemment, il y a le terrorisme. Quand on parle de périmètre de protection, mais aussi quand on parle de l'argument selon lequel le préfet de police n'était pas en mesure d'avoir les effectifs de police nécessaires pour assurer le maintien de l'ordre sur un dispositif ou un autre, ça, ce sont deux dispositions qui nous viennent des lois sur l'état d'urgence et qui ont été déposées dans le droit, dans une loi, donc dans le droit commun maintenant, hein, par une loi qui s'appelle SILT, je ne sais plus ce que c'est l'acronyme, 31 octobre 2017, j'ai complètement oublié, sécurité intérieure et lutte, ben oui, évidemment, lutte sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Exactement, et vous voyez d'ailleurs la fusion des deux préoccupations législatives. Et ça, c'est évidemment un motif très fort. Alors, bon, je n'ai pas répondu à toutes vos questions, mais c'est comme ça que j'analyse un petit peu les choses. Oui, un point de l'histoire et qui est clair à partir de ce que vous avez dit l'un et l'autre. Sur 68, sur laquelle j'ai donné Regalussac et tout ça, je n'ai pas l'impression, et je connaissais un ou deux, le groupe était tout petit, les enragés, qui sont l'équivalent de Black Bloc. Quelques dizaines de types, j'en avais 2-3 dans mon entourage, direct, scolaire, etc. Peu importe. Je suis pas sûr qu'on puisse faire, il y avait effectivement la présence de Rudi Dutschke et de l'expérience allemande qui pesait, ça c'est indéniable, et des émeutes d'Amsterdam qui pesaient. Nous ferons danser Paris comme nous avons fait danser Amsterdam. Bon, c'était un des slogans de la montée. Néanmoins, je pense qu'il y a eu débat aujourd'hui entre De Gaulle et Pompidou sur le fait de tirer ou non dans la foule.
Bon, c'est revenu assez tardivement, ces infos. On n'aura jamais de preuve absolue, mais ça prouve que ce qu'on dit sur les années 60, sur la génération de Gaulle, sur la suite de la guerre d'Algérie, sur etc., n'avait pas disparu par rapport à la stratégie pompidolienne qui consistait à dealer avec le PC, à isoler les étudiants et à les filer de guerre fort. Bon, qui l'a emporté. Mais c'était aussi l'époque, je m'adresse aux juristes, je n'en suis pas sûr, où l'insulte dans la rue au président de la République était facilement condamnable. Je pense qu'en 68, ça a volé en éclats, parce qu'on a fait que ça pendant 3 mois. Mais je pense que ce qui remonte aujourd'hui, est dans ma mémoire d'enfant, la réplique d'un processus qui existait avant 68 sur les insultes au président de la République. Celui qui s'amusait à décrocher un tableau ou à gueuler sur De Gaulle ou machin, même avant, à mon avis, il y avait un risque qui a disparu après, qui réapparaît maintenant. Voilà. De toute façon, ni Chirac ni Mitterrand n'ont voulu. N'auraient fait ça. C'est l'offense au chef de l'État. Oui, offense au chef de l'État. Et Mitterrand et Chirac refusaient de l'appliquer. Oui, non, mais c'est ce que dit Marie-Noël, c'est Mitterrand et Chirac ont eu quand même l'élégance de s'en dispenser d'appliquer. Mitterrand avait donné l'ordre que jamais on l'applique. Je pense que donc il y a quand même cette question-là de la violence, y compris militaire, qui était posée. Deuxièmement, sur 2005, il y a la question de la manipulation. J'habite juste à côté, j'en ai discuté jusqu'à la nausée avec Claude Dillin. À l'époque, moi j'ai été frappé par le fait que pendant les 2 premiers jours qui ont suivi la mort de Ziad Ebouna, ils ont laissé monter les bandes au travers du Rincy, bien équipées, alors que nous, on faisait une manif de parents d'élèves, on était filtrés sur le quai. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. J'ai la quasi-conviction, Dillin s'est un peu menti à lui-même parce qu'il a été effrayé de cette conclusion, que ça a été étudié qu'ils ont pensé avoir une émeute régionale pour dire la Seine-Saint-Denis, ils sont vraiment indécrottables, et que ça a été une émeute nationale. Je pense que Sarkozy n'a pas vu l'extension de l'explosion qui allait se faire, mais qu'il a laissé ou pas, mais pendant 2 jours, ils ont laissé faire. Monter les bandes sur la Seine-Saint-Denis de toute la région parisienne. Ça, on l'a vu. Ça interroge quand même. Ça interroge quand même sur les jeux de manipulation. Dernier point, parce que en 68, c'était ça en tout cas, sur les équivalents de Black Box, c'est-à-dire sur les plus durs, leur conviction, et je pense que ça la reste, c'est de dire s'il y a une provocation vénale, la bourgeoisie montrera son terrible visage, et donc les hésitants, les braves gens de mon espèce, basculeront dans le camp de la radicalité parce qu'ils auront vu la vérité de la violence bourgeoise, répressive, etc. Chapitre précédent. Bon, je pense qu'il y a un but mais qui est celui d'ailleurs des guerres coloniales, où chacun en rajoute sur l'autre pour éviter les zones de compromis, de contact des opinions, classiquement dans des attentats qui relancent les mécaniques. Je pense qu'il y avait une volonté d'éviter, de relancer en tout cas tout le marais dont on était, du côté de leur côté, c'est-à-dire du côté de la radicalité absolue. Je pense que vous avez raison sur mai 68, c'est-à-dire que en réalité, on a fait face, on a vu en mai 68 ce qu'est un processus de désescalade. C'est très clair, surtout au juin 68 en fait. C'est-à-dire quand les groupes se baladent un peu à droite à gauche, l'exemple de Flins est souvent donné, en fait, la réponse est une réponse apaisante et bien en deçà de la réponse, par exemple, du gouvernement allemand à l'époque. À l'agitation. Et en Allemagne, les années 70 ont été carrément... Je connais moins bien l'Italie, qui est une situation en plus confuse et tout, mais l'Allemagne, dans les années 70 en Allemagne, on a vu un processus, dans la première partie des années 70, de radicalisation du mouvement, notamment parce que, vous avez dit, on a balancé les étudiants à Edgar Faure. Et en Allemagne, il y avait une disposition contre laquelle le Parti communiste français protestait beaucoup, c'était le Berufsverbot. Vous vous souvenez de ça? En fait, quiconque avait été fiché par la police, etc. Dans l'administration. Pas de travail, impossible d'entrer dans la fonction publique. Or, en 68, je veux dire, on a géré les contestataires en leur offrant des postes de prof à tour de bras. Les anciens 68 ne sont pas les perdants de la guerre. C'est clair. C'est clair. Paradoxalement, c'est en juin 68 qu'il y a 2 morts quand même chez les ouvriers de Sochaux. Tout à fait. À l'occasion d'une manifestation. Oui, absolument. Non, mais ceci dit, juste un point, la manif vers le 20 mai, j'ai pas la date en tête, sur les Champs-Élysées, qui était quand même un peu chaude, on a un peu donné. Pompidou a dit après qu'il l'avait laissé faire pour donner des images à la province. Oui, on peut avoir un processus comme ça sur
Mais ça, c'est des fois ce que tu racontes après coup. Oui, je suis d'accord. Bien sûr. Je suis d'accord. Ouais, il y a la manif CPE 23 mars 2006 sur l'esplanade des Invalides, par exemple, qui peut donner une impression semblable. Hein, bon, mais alors sur 2005, moi j'entends et je retiens ce que vous dites. Hein, je reste avec ma question. Mais je pourrais pas y répondre. Hein. Ce qui est sûr, c'est que les interventions étaient très brutales, hein, des CRS envoyés là-bas. Enfin, beaucoup d'injures, d'insultes, etc. Rapportés. Non, l'événement qui a vraiment déclenché, hein, qui a nationalisé les émeutes très locales, hein, c'est l'épisode du jet de la grenade lacrymogène dans un lieu de prière à la sortie de la prière le samedi soir, qui était un garage ou quelque chose comme ça. Oui, c'était en plein ramadan, ça explique la pluie des gosses aussi, qui ne voulaient pas aller se faire ramasser. C'était un lieu de prière. Voilà. Et ça, par contre, là, ça a vraiment diffusé. Il y avait une question. J'ai deux questions, je vais essayer d'être assez court. Bon, un premier élément, la manifestation dans un mouvement social n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la grève. Le cœur du sujet, c'est on gagne par la grève. On ne gagne pas par la manif. La manif est un rassemblement d'individus qui croient faire communauté. La grève fait communauté. La manif ne fait que rassembler des individus qui échangent parfois, mais qui ne font jamais communauté. De là, le fait de l'hétérogénéité. Donc, effectivement, avant que la manif soit impuissance, on a détruit le droit de grève. Et ça, on l'oublie. On l'oublie. En 95, on a détruit, à partir de 95, on a détruit le droit de grève dans les entreprises publiques. Voilà pourquoi on a été incapable de mobiliser, outre d'autres crises. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres éléments qui viennent. Bon. Ensuite, la question de la violence. Alors, bon, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. Pour moi, la violence des Black Blocs est parfaitement inutile. Ils ont des schémas totalement éculés, ils peuvent être radicalisants, ils vont permettre à un certain nombre de personnes d'avoir la révélation de la violence bourgeoise, qui est totalement romantique, très romantique, mais parfaitement inutile. D'ailleurs, le rappel de la mise en place des services d'ordre est intéressant de ce point de vue-là, vraiment. Parce que déjà, à l'époque, on avait déjà compris que ça effrayait le voisin et que c'était inutile. Par contre, effectivement, moi, ce qui m'intéresse dans votre développement, c'est la gestion et la croissance de la violence. Effectivement, dans le maintien de l'ordre, et moi j'ai vu, par exemple, ça particulièrement lors des lois El Khomri, lorsque je me suis fait contrôler et qu'on a défilé à Bastille, entouré, et c'est valse. C'est valse, hein. Alors bon, je vais pas... Je m'en souviens. Moi aussi. D'accord, c'est valse. On a une croissance et une criminalisation du mouvement social. Et cette criminalisation du mouvement social, elle est réelle. Et elle justifie alors une croissance de la violence des forces de l'ordre. Et puisqu'on n'a plus de bolcheviques à Montréal, on en invente un. L'extrême gauche, les gauchistes. Hein, moi, je suis en relation avec l'extrême centre. Hein, enfin, les gens qui se pensent républicains. Hein, les gauchistes, ça y va. Hein. Et quand on leur dit, mais c'est qui l'extrême gauche? Et je discutais pas plus tard qu'il y a 2 jours avec une personne de la République En Marche, sur lesquels on est d'accord sur la question laïque, hein, sauf que sur la question économique, on n'est pas du tout d'accord. Et je lui ai dit, mais les 100 milliards de Mélenchon, Macron l'a vu, ça t'a rien fait. Parce qu'il l'a fait, quand même. Donc effectivement, il y a une vraie dissociation entre le volet économique et le volet des mœurs, hein, que j'appelle le volet des mœurs culturelles. Ça, c'est le premier point. Mais est-ce qu'à un moment donné, d'après vous, la criminalisation du mouvement social n'entraîne pas une croissance des violences avec un accompagnement des représentations qui vont avec pour justifier cette violence? C'est la question que je vous pose. Et sur la question de la démocratie abstraite, la démocratie concrète,
Est-ce qu'il n'y a pas une réponse beaucoup plus simple qui s'appelle la question de la constituante? Parce que lorsque vous avez une crise sociale qui se transforme en crise institutionnelle, parce que c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle, c'est une crise institutionnelle, très clairement. La question de la constituante, est-ce qu'elle ne se pose pas? Non pas en tant que programme politique, hein. C'est important ce que je veux vous dire. Je sais très bien que la 6e République est, non pas en tant que programme politique, mais en tant que processus citoyen. Parce que quand on doit faire une constituante, on doit interpeller le citoyen. Et je rappelle quand même que 1789 et 1792, moi je préfère 1792, je préfère, ce sont les droits de l'homme et du citoyen. Et on oublie toujours et du citoyen. Non, juste en fait, peut-être sur la criminalisation déjà, on est effectivement dans un processus où chaque comportement va tendre à être criminalisé et même on est dans un système de feedback en fait. C'est-à-dire que l'impression que ça donne, et c'est très juste avec les Black Blocs typiquement, c'est qu'on a presque le sentiment que plus il y a de Black Blocs, plus il y a de flics, plus il y a de flics, plus il y a de Black Blocs, et ainsi de suite. Et qu'en réalité, c'est un cercle vicieux qui s'installe, et en fait, dont on ne sait pas comment sortir, tant qu'on n'a pas recréé une légitimité pour les gens normaux qui voulaient juste exprimer leur opinion, et puis point barre. Et ça, c'est quelque chose en plus qui va forcément se travailler au fur et à mesure, avec notamment les nouvelles technologies. Que ce soit les drones, les fichiers, la surveillance, ce genre de mécanisme, leur objectif, et ça c'était très clair par exemple dans les débats sur les drones au Conseil d'État, il apparaît évident que à quoi ça sert? Est-ce que vraiment les forces de l'ordre ont besoin d'un drone pour savoir que les gens sont en train de bouger de boulevard à machin au marché à Ligre? Enfin, je pense que les forces de l'ordre font du maintien de l'ordre en France et surtout à Paris, puisque Paris c'est le champ de bataille des Français. Depuis quoi? Effectivement, depuis 1989 et même bien avant. Donc en réalité, ça ne sert pas nécessairement à ça. Et si c'est ça l'objectif, il y a d'autres moyens de le faire. Non, en réalité, et c'était très clair, ça sert à faire de la recherche de preuves. C'est-à-dire qu'on enregistre des images pendant une durée, jusqu'à 7 jours, tant que ce n'est pas des domiciles privés, 48 heures quand même pour les domiciles privés. Hein, et ensuite, on se repasse les images, et là, on cherche des comportements à reprocher aux uns et aux autres. Quelqu'un qui a fait ci, quelqu'un qui était là, vous étiez un peu près du Black Bloc qui a voulu brûler une poubelle, vous étiez ceci, etc. Et là, on va commencer à vous réidentifier. Et il est bien évident, en plus de ça, que la plupart de ces outils, je suis extrêmement sceptique au regard de la réalité de leur impact sur les vrais comportements délictueux, typiquement sur les Black Blocs. Je pense que, tout comme les caméras ne font pas grand-chose en réalité contre la violence, bon, ça peut servir, c'est pas le sujet, ça reste des outils modernes, auxquels quand on cherche bien, on trouve toujours un usage. Hein. Mais on sent pas très bien comment, en pratique, ça va empêcher des types qui sont masqués, casqués et qui veulent casser des trucs, de rester masqués, casqués et de casser des trucs. On voit pas. Ils veulent l'utiliser actuellement aussi pour lutter contre les rodéos urbains. Bon, là aussi, on a un décalage entre ce qui est dit et ce qui est réel, parce que dans les endroits où ils veulent faire sur des rodéos urbains, là, on en a un qu'on a vu tomber, qui vise 14 communes. Donc, on n'a pas vu des rodéos urbains sur 14 communes simultanément, pendant 3 mois, toute la journée. Un rodéo urbain, c'est le vendredi ou le samedi soir, de 19h à 2h du mat, et on sait où c'est. Et si on veut surveiller, peut-être. Du coup, là, peut-être, éventuellement, si on veut envoyer un truc pour regarder parce qu'on n'a pas envie d'envoyer de flics, ça peut s'entendre, c'est pas le sujet, mais c'est pas ça les usages qui sont demandés. Et donc, on est dans une situation où, en fait, cette criminalisation, oui, elle est en train de se nourrir doucement. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit typiquement par ce dont on parlait, par des fichiers. Et on va commencer à avoir des gens qui vont se retrouver, qui on va aller chercher des noises au fur et à mesure du temps, alors qu'en réalité, c'était juste des manifestants normaux. Il y a encore quelques années, on se contentait d'encadrer les manifestants normaux, comme vous l'avez dit, de façon un peu excessive, par exemple sur les manifestations contre la réforme El Khomri.
Voilà, ils ont été encadrés de façon peut-être un peu excessive et pas positive. Et bien maintenant, on va non seulement les encadrer, mais en plus, on va pouvoir commencer à leur reprocher des choses. Parce que jusqu'à présent, quand vous manifestiez, vous le faisiez de façon assez anonyme. Bien sûr, vous êtes vous, oui, mais dans la foule, l'avantage de la foule, et c'est la différence entre la manifestation et la grève, c'est que ceux qui font grève sont identifiés, ceux qui manifestent ne le sont pas. Donc les deux peuvent se compléter d'une certaine manière. Sauf que maintenant, dans la manifestation, en fait, vous serez aussi identifiés. Et dans ce cadre-là, combien de temps, quand potentiellement des problèmes vont commencer à arriver, quand on va commencer à vous accuser d'avoir été dans la manifestation où il y avait des Black Blocs, quand on va commencer à étendre le champ de ce qui peut être reproché aux gens, combien de temps est-ce que ces droits-là vont continuer à tenir, quoi? Il y avait une question ici. Voilà, donc je voudrais prendre la parole sur la question qu'on a abordée avec De Gaulle et Pompidou. Moi, je me souviens que Baden-Baden était dans les starting blocks, hein, et que c'est Pompidou qui n'a pas voulu que les étudiants soient enfermés dans des stades, voilà, pour être probablement interrogés et ce qu'on suppose aussi peut-être torturés. C'est pour ça qu'on a parlé d'une désescalade. Je crois qu'à un moment donné, il y a eu vraiment une très grosse escalade. Et c'est grâce à Pompidou si on a échappé à tout ça. Le deuxième point, c'est à propos des exactions de la police. Que ce soit en mai 68 ou que ce soit ces temps-ci, il y en a toujours et il y en a toujours eu. Moi, ce que j'ai pu constater, et en plus, j'ai été moi-même victime d'exactions de la police, alors que je n'étais pas dans une manifestation. À Nanterre, j'étais dans un cours d'espagnol au 3e étage, et il y a un étudiant qui est venu nous dire partez tout de suite de la faculté, la police envahit les locaux. Donc, on s'est préparé tout doucement, on ne réalisait pas très bien ce qui se passait. Il y a eu à l'extérieur du côté du chemin de fer un bloc comme ça qui est arrivé avec des pointes en flèche qui avait été lancé de au moins 50 mètres, que j'ai reçu comme ça là. Et si vraiment ça m'avait atteint, je peux vous dire que j'aurais eu ce qu'on appelle le traumatisme crânien. J'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Mais les exactions aussi ici, même il n'y a pas très longtemps, j'étais pas non plus dans une manifestation. Je venais ici à Corbera pour un rendez-vous. Eh bien, j'ai été prise dans le métro avec plein d'autres gens. Il y a eu un gaz lacrymo qui est venu comme ça, il y avait un couloir comme ça en montée. Le gaz est venu comme ça et a été rejeté par ici. On s'est pris ça dans la figure. Je peux vous dire que c'est épouvantable. Je n'avais jamais vu un tel effarement par rapport au gaz lacrymo dans un espace très fermé, au point que il y avait quelqu'un qui m'a agrippé, qui a essayé de me faire courir, etc. Je pleurais tant, je ne pouvais plus respirer. Je suis arrivée sur le quai, je ne savais pas très bien si j'allais m'en sortir ou pas. Et pendant 24 heures après, je n'ai pas pu parler, j'avais plus de voix. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où les exactions vont, bien au-delà des manifestations elles-mêmes. Les abus sont toujours là, et j'ai l'impression qu'ils se répéteront toujours. Et le troisième point, sur les Black Blocs, j'ai quand même regretté que vous fassiez un amalgame entre les intermondialistes et les Black Blocs. C'est quand même pas la même chose. Je vous remercie. Oui, je vais pas laisser, vous avez raison de souligner ça. Mais en fait, quand vous regardez les reportages sur Gênes en 2001 et la manière dont les journalistes télévisés à l'époque parlent des altermondialistes, vous verrez qu'il faut remplacer par un Black Bloc aujourd'hui, c'est pareil. En fait, la façon dont on les voyait, la façon dont on les qualifiait, parce que ils avaient, un certain nombre d'entre eux avaient donc mené des exactions, destructions à Seattle en 99, parce que certains étaient effectivement animés d'intentions violentes à Gênes, et c'était pas nombreux, d'autres à Göteborg, etc. Bon. Donc, en fait, le vocabulaire qui les qualifiait, c'était celui-là.
Après, effectivement, il y a eu un mouvement de structuration des altermondialistes, le mouvement prenons par exemple le démontage des McDo. On a bien vu que là, on basculait dans une forme de protestation de désobéissance civile. Ce qui est certain, c'est que, et ça vous l'avez très bien dit, hein, enfin, je le dirai avec vos termes, hein, il y a dans les courants protestataires à gauche, en Europe, l'idée que on peut entraîner l'État dans une dynamique de provocation sur réaction qui permettra effectivement de montrer le vrai visage de l'État. Ça a été mais moteur chez les Allemands, chez les gauchistes allemands, hein, dans les années 70. Hein. D'ailleurs, regardez l'effet de la violence. Donc, je vous ai dit, donc il y a un étudiant, il s'appelle Benno Ohnesorg, il est tué par un policier en marge de la visite du Shah d'Iran à l'opéra. Enfin, visite du Shah d'Iran à l'opéra, la soirée donnée pour le Shah d'Iran à l'opéra à Berlin-Ouest. Bon. Ça m'a de l'ordre compliqué, hein, parce que en fait la police berlinoise n'intervient pas tellement. C'est plutôt les gardes, en fait, les hommes de l'immigration iranienne présents à Berlin, favorables au Shah, qui chargent les étudiants. Et ensuite, les policiers berlinois se joignent à eux contre les étudiants. Alors, une situation un peu confuse. Bon, bref, un policier tire. Benno Ohnesorg, il meurt le 2 juin 67. Et alors, die Bewegung der 2. Juni, le mouvement du 2 juin, c'est un mouvement terroriste allemand qui donc prend pour nom la mort de ce jeune homme, la date de la mort de ce jeune homme. Vous voyez, on voit bien le lien qui est fait pour eux. Pour eux, la mort de ce jeune homme, c'est une victoire. Oui. Il est évident que là, l'État a montré son vrai visage. Il était en sandales, vous imaginez. Vous pouvez regarder sur Internet les photos. Il y a une étudiante très bourgeoise qui se penche vers lui. Elle est habillée comme si elle allait à l'opéra. Et on voit ce Benno Ohnesorg, il est en sandales. Il a les cheveux longs. Il représentait de danger pour personne. Et donc, il meurt dans une flaque de sang. Bon, et ça, c'est moteur. C'est moteur. Je pense que ça a été moteur pour un certain nombre d'altermondialistes également. Alors, pas forcément contre l'État, mais contre les organisations internationales. Seattle, c'est contre l'OMS, hein, c'est une réunion, c'est un sommet de l'organisation, pas l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Bref, donc ça, c'est moteur. Et l'État doit justement calculer la juste réaction politique, la juste réaction tactique ensuite, par le juste calcul des forces. Et alors, ce que vous dites sur la grève est sans doute très juste. C'est ce que m'a opposé un économiste qui avait longtemps conseillé Emmanuel Macron. Il avait dit faites ton truc là sur les manifestations, j'y crois pas trop. Le nerf de la guerre, c'est la grève. Et c'est le blocage. C'est ce que dit Macron. Il y a pas eu grand monde qui a fait grève dans le privé. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on entendait en 95 aussi. Hein. C'est ce qu'on entendait en 95 et on parlait à l'époque de grève par procuration. Vous vous souvenez, une grève dans les services publics. Il y a un lien avec le maintien de l'ordre, puisque les piquets de grève, tout à fait. On a quand même vu un certain nombre d'images assez parlantes ces derniers mois. Absolument, mais c'est là que la violence n'est pas du tout la même. Enfin, moi, j'étais assez sauvage. Quand on met les chaînes et que c'est dur, hein. Quand vous voyez arriver les CRS, bon, vous chiez dessus, vous restez devant, mais voilà, la violence n'est pas du tout, excusez-moi pour chier dessus, mais la violence n'est pas du tout la même. Hein. Oui, non mais il est question d'outils de travail. Je suis d'accord, et pourtant, quelque chose... Et pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il faut priver la manifestation de sa force politique. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on a vu après Juppé, vraiment, cette déclaration de Juppé, ce retrait du demi-projet de loi de Juppé, ça a quand même été un gros traumatisme dans la droite, et peut-être même dans tous les partis de gouvernement. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Hein. Le pouvoir a cédé face à la rue. Bon, il a demi-cédé, hein, parce que quand même, hein, justement, hein, le financement de la sécurité sociale et donc des syndicats, etc. C'est le plan Juppé. Hein, donc, bon. Alors,
qu'est-ce qui se passe? On est dans un système politique, puisque vous appelez à une constituante, on est dans un système politique aujourd'hui qui est quand même caractérisé par le fait que la représentation politique et sociologique a une base sociale très faible. Très faible. On est dans un système très excluant qui est le scrutin majoritaire à 2 tours. En Angleterre, le scrutin majoritaire à 1 tour, c'est encore pire. Mais chez nous, c'est très excluant. Et bon, vous savez que le président Macron a été élu peut-être avec quoi là, je vais un peu dire n'importe quoi. 8%, ouais, très peu du premier tour. Alors, au second tour, des inscrits. Hein. Pardon, des Français en âge de voter. Là, on tombe à très bas. Un maire dans une commune de banlieue, hein, c'est quoi? C'est 8, 10, 12% des résidents. Vous sortez les étrangers, hein, les mineurs, et puis les non-inscrits. C'est monumental dans ces paysages-là politiques. Bon. Et la manifestation massive, l'acte de présence, faire nombre, a souvent été pris pour un correctif. Oui, dans l'élaboration de la loi, au défaut de représentation, défaut de légitimité du législateur. Ça, c'est très clair. Alors attention, hein, pas la moindre manif. Hein, il s'en est fallu peu, à ce qu'on me dit, hein, que le gouvernement Hollande recula au moment du mariage pour tous, par exemple. Parce que les manifestations étaient quand même massives. C'était très important. Elle mettait dans la rue des gens qui manifestaient pas, étaient peu organisés, pas habitués à la manifestation, qui étaient des gens d'ailleurs qui savaient par contre organiser des rassemblements, hein, c'était très qui avaient fait les scouts, qui organisent des camps de vacances, etc. Ils n'étaient pas dénués de savoir-faire en fait. Bon, bref. Mais en 84, 86, 95, on a retiré le projet de loi. Et regardez, j'ai évoqué le CPE, mais le CPE, on l'a retiré. On l'a retiré. Alors, on a prié pour que le Conseil constitutionnel casse. Un manque de bol, il n'est pas cassé. Le président Chirac a dit « Je vous en supplie, cher patron, n'appliquez jamais la disposition sur le contrat à première embauche. » Bon. Mais effectivement, on peut se dire... Ils ont pas fait les décrets. Et alors, oui, c'est ça. Hein. Donc en fait, c'est tombé dans les seins. Mais regardez, cette idée selon laquelle, je reviens quand même à mes gilets jaunes là, ce sont des gens qui ont manifesté avec la conviction que manifester à la papa, ça ne sert plus à rien. Donc avec aussi un ressentiment très fort à l'égard des syndicats. Énorme. C'est pour ça que c'est bon de rappeler la manifestation Ferrer d'octobre 1909. Les services d'ordre pactisés avec les patrons, avec le gouvernement, etc. Bon. Deuxième point, donc on refuse l'ordre manifestant. On ne dépose pas, on ne désigne pas d'organisateur, etc. Et dans le cours même de la manifestation, quand on a dit qu'on allait là-bas, ben boum, on va là. Deuxième chose, la conviction qu'il n'y a que par la violence qu'on peut se faire entendre. Ça, c'est quelque chose de très fort, parce que s'il y a eu un résultat politique, parmi d'autres, des émeutes urbaines, c'est celui-là. Parce que demandez aux gens dans les années 2010 ce qu'ils pensent de la situation dans les banlieues. Beaucoup vont vous dire « Ah mais quand même, avec tout le fric qu'on leur donne, les débats, une des lignes argumentatives de Zemmour et de beaucoup d'autres, c'est qu'on a donné beaucoup pour les banlieues. Parce que eux, ils ont su se révolter. » Et ça, je pense, même si je ne peux pas le mesurer, je pense, c'est une hypothèse, on va dire, mais que c'est quelque chose, c'est un discours qui a profondément marqué. D'ailleurs, j'ai des collègues, politistes aussi, hein, qui ont fait des articles pour montrer que non, par tête de pipe, en fait, l'argent distribué dans le 93, vu la situation dont on parle, reste très faible, etc., etc. Il y a eu des rapports parlementaires sur l'état des services publics dans le 93 qui ont bien montré 2019. Qui ont bien montré. Et de droite a montré que c'était fou. Absolument, absolument, exactement. Bon, bref, et donc ça pèse sur l'idée que
la manifestation ne sert à rien et qu'il n'y a que par la violence qu'on peut se faire entendre. Et ça, je pense que c'est très insidieux. Dernier exemple en date, hein, c'est le 49.3. Parce que pendant le 49.3, les gens ont massivement manifesté en pensant que le pouvoir du nombre permettrait de s'exercer sur les assemblées délibérantes. Et on a coupé court à la délibération, et c'est là que vous avez vu aussi la violence revenir dans les cortèges. Alors, je vais avoir le mauvais rôle. Je vais frustrer tout le monde. Comment ils font actuellement en Allemagne? Parce qu'ils ont des Black Blocs. Oui, alors, est-ce que leur stratégie, disons technique de maintien de l'ordre, alors, technique de maintien de l'ordre, oui, la stratégie, hein, avant la technique, la stratégie, c'est de ne pas alimenter les Black Blocs. Donc, vous pouvez avoir des maintiens de l'ordre violents. Donc, j'étais à Hambourg au début juillet 2017. Hein. La décision a été prise de dissoudre la manifestation Black Bloc. C'était très clair. Ils s'étaient arrivés tous en noir, masqués, etc. Avec un gros ballon, il y avait marqué Schwarzer Block dessus. Donc, il n'y avait pas d'ambiguïté. Hein, bon. Le pouvoir politique de Hambourg, hein, c'est les Länder qui organisent la police là-bas, le pouvoir politique de Hambourg a décidé de faire disperser cette manifestation, ce qui était une erreur à mon avis. Et comment ils ont fait? Ils n'ont pas employé de flashball, ils n'ont pas employé de gaz, ils y sont allés alors, au point, très peu de matraques, et ils ont dispersé, ils ont procédé à des interpellations, parce qu'on n'a pas le droit de manifester le visage masqué, donc ils ont interpellé ceux qui étaient encore masqués, qui sont plus interpellés. Mais la violence était très en deçà, très en dessous de celle qu'on observe en France. D'abord parce que les équipements sont très en dessous. Il n'y a pas de flashball en Allemagne dans une manifestation. Okay. C'est une arme utilisée pour les prises d'otages. Par ailleurs, une fois qu'ils avaient pénétré, vous pouvez le voir sur YouTube, hein, les prises de vue. Moi, j'étais sur le pont, juste en haut. Donc, ils dispersent, hein, c'est-à-dire eux, une technique de l'eau voyante, mais vous verrez, hein, les points sont rarement sortis en fait. Là, c'est tout bête, mais on agrippe hein, et on ne frappe pas. Ce sont des policiers assez robustes hein, qui étaient envoyés. Hein. C'était vraiment très équipés. Les Black Blocs, hein, leur avantage tactique, c'est pas la force, hein, c'est la mobilité. C'est quand même 60 kilos, ils pèsent hein, dans tout mouillé. Hein, donc, par contre, c'est la mobilité, c'est la vitesse. Hein. Du coup, c'est pour ça que la décision était mauvaise. Hein. Ils se sont déplacés dans toute la ville pendant 2 jours, etc. Mais il n'y a pas eu de... Disons, il n'y a pas eu un débat public sur les violences policières ou sur... pendant des mois et des mois. Alors qu'ici, le débat, il est lancinant, il ne cesse pas. Et évidemment, il offre, bien sûr, il offre une surface de légitimité, de légitimation en Black Bloc qui est énorme. Oui, sur ce point, mais c'est... Il y a quelque chose qu'il faut comprendre aussi, c'est que, notamment sur les violences policières, mais aussi typiquement sur toutes les décisions illégales qui sont prises, du type poursuite pour injure, pour outrage au chef de l'État, sachant que outrage à agent, ça existe encore, mais alors du coup, est-ce que le chef de l'État est un agent de la fonction publique? Personne dépositaire de l'autorité publique. C'est pas évident, mais ce qui se passe, c'est que, et ça, c'est des témoignages qui sont nouveaux aussi, c'est que vous avez des croisements entre les différents outils qui existent à la disposition de l'État. Par exemple, on a plusieurs des personnes arrêtées en marge des manifestations par erreur, ou plus exactement de façon illégale, qui ont témoigné avoir ensuite fait l'objet de CRPC. Et donc, une fois parce qu'ils ont été en garde à vue pendant 48 heures, puis ensuite ils ont été présentés à un procureur qui leur a dit « Mais non, là vous allez signer parce qu'en fait, sinon on va vous causer des ennuis, maintenant vous signez ». Il y avait notamment quelqu'un qui s'était arrivé, qui avait fait une suite de messages très précis sur Twitter, en expliquant bien comment ça s'était passé, et il était accompagné d'un avocat, etc. En fait, il a dit « Mais moi j'ai eu peur en fait, et j'ai accepté de signer ». Et donc il a été condamné pour quelque chose qui n'est normalement pas une faute, et pour lequel il n'aurait pas dû être condamné. Pareil pour ce qui est de l'outrage au chef de l'État. On a quelqu'un qui a été poursuivi récemment et qui a fait l'objet d'une CRPC aussi. Et donc vous commencez à avoir des gens, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Donc,
À partir du moment où, parce que tous ces instruments qu'on a mis en place et qui étaient initialement des instruments destinés à juguler la violence, les black blocs ou le vol à la tire aussi, pour ce qui concerne les CRPC, eh bien, en réalité, ils se retrouvent employés non pas à viser des gens qui ont fait quelque chose, mais à faire accepter à des gens qui n'ont rien fait d'être punis pour avoir tout simplement exprimé des opinions, avoir fait autre chose, alors qu'ils ne devraient pas être condamnés. Et c'est en ça aujourd'hui qu'on a cette espèce de maelstrom dont on n'arrive pas à sortir et sur lequel on a besoin de mettre des mots. Bien, merci à tous les deux. C'était passionnant. C'était très intéressant. Et merci.